Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 178 de Sur la Terre des Hommes. Ça brasse, messieurs. Jonathan le prof. Aïe, ça fait pas... Jonathan Saint-Pierre dit le prof. Dans le monde, ça brasse aussi sur nos spectateurs. On est à quasiment 260 personnes qui nous écoutent pour commencer le show. Ouais. C'est quand même quelque chose de fun à souligner. Donc, merci tout le monde pour votre assiduité à 8h30 exactement. Oui, merci de prendre de votre temps, de ne pas écouter Big Brother ou autre programme pour vous concentrer sur cet épisode de Sur la Terre des Hommes. Un live très rare qu'on diffuse sur les pages de Sur la Terre des Hommes de Jonathan le prof et la page des supporters. Bien, premièrement, mon cher, j'allais dire avant de commencer, mon cher Jonathan Saint-Pierre dit le prof, comment vas-tu? Hey, ça va super bien. Je vais commencer peut-être juste par prendre 2 secondes pour expliquer aux gens qui se joignent de ma page et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe en ce moment. Oui. C'est qu'en plus de faire Joe le prof et des lives, je fais aussi partie de l'équipe de Sur la Terre des Hommes, qui est un podcast historico-géographico, actualité, bien le fun, où on a plein de sujets qui touchent à différents éléments de cette sphère-là. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, le live, c'est pas un live de Joe le prof, mais j'en fais partie, juste pour que vous compreniez pourquoi je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Donc, je suis co-animateur de cette émission-là, mais Absolument. Je pense que ça va vous intéresser autant, sinon plus, que celui que j'ai fait la semaine passée. Donc, Joe, considérant tes grandes capacités de vulgarisateur, on va te laisser de la glace aussi, parce que tu... Ah oui, c'est sûr. Les deux m'avaient impressionné au cours des derniers jours. D'abord, de prendre à bras-le-corps comme ça un sujet comme l'Ukraine, puis de les remonter aux origines. Jay l'a fait hier dans un autre podcast qui s'appelle Le Crachoir. Le Crachoir. Qui nous a remonté ça jusqu'au 10e siècle. Donc, ça a été assez spectaculaire, mais vos capacités de vulgarisateur sont extrêmement impressionnantes. De résumer justement la genèse de la Russie en remontant à la Russe de Kiev et puis de faire ça en dedans de 7 minutes, ça a été un défi assez important, mon cher. Mais là, Jay, par exemple, on parle, mais on n'a même pas présenté notre partner, mais qui est aussi invité spécial parce que c'est lui notre spécialiste aujourd'hui, donc je te laisse le présenter. Oui, mon cher professeur Roussel, professeur titulaire... excuse-moi, j'ai oublié le nom. À l'École nationale de l'administration des affaires. Oui, publique, administration publique, c'est pas la même chose, mais pas du tout. Tu m'envoies. L'administration publique, c'est des fonctionnaires, c'est tout l'appareil d'État. Les gens qui sont dans nos classes, c'est des gens qu'on va former pour être des commis de l'État. Québécois, Canadiens ou beaucoup de l'étranger aussi. Donc, c'est des fonctionnaires qu'on forme. Puis, on pense avoir trouvé la personne idéale pour nous parler aujourd'hui parce que tu es un spécialiste de relations internationales, de conflits et de tout ce qui est surtout le rôle du Canada à l'intérieur de tout ça. Donc, je pense que les gens vont être bien intéressés parce qu'on reçoit beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe avec le Canada, pourquoi le Canada fait ci, pourquoi le Canada fait pas ça, c'est quoi l'OTAN, pourquoi... Fait que là, je pense qu'on a la personne qui va pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, ceux qui sont dans le chat, contrairement à la dernière fois où j'étais tout seul puis que je suis parti dans un monologue de 1h30, là, on est plusieurs à regarder les questions. Fait qu'on va pouvoir prendre vos questions en temps réel puis les faire apparaître comme là. On a Mark Jones qui nous a dit « Salut les mousquetaires ». Donc, vous voyez qu'on peut faire apparaître les messages à l'écran. Fait qu'on va essayer d'être plus, comment on pourrait dire ça, interactif que moi qui s'enflamme et qui se rend pas compte qu'il est en direct puis qui oublie qu'il y a des gens qui écoutent. Et puis, il faut souligner que c'est la première fois qu'on se parle. Parce que normalement, là, sur la Terre des Hommes, moi, Joe, Stéphane, on se parle à toutes les semaines. Et puis là, on avait vraiment hâte de se rencontrer cette semaine pour parler. Parce que normalement, c'est le mercredi soir à 20h30 qu'on enregistre devant nos patrons. OK? Alors, pour être, dans le fond, pour assister à des enregistrements de Sur la Terre des Hommes, il faut être un patron sur Patreon. Mais là, on a décidé, vu que c'est un événement historique qu'on vit en direct, est-ce que je me trompe, les gars, une guerre en direct comme ça, autant en direct avec des gens qui font des lives pendant la guerre, on n'a jamais vu ça, là. Le parallèle que je pourrais faire, en fait, c'est la première guerre du 2020, mais ça me fait penser aux attentats du 11 septembre parce que c'était la première guerre en direct à la télé sur les réseaux de nouvelles continues. Donc, on a comme une espèce de une vibe un peu semblable où là, les nouvelles sont en continu, il y a toujours des nouvelles choses.
mais ces versions réseaux sociaux, c'est là où on a peut-être la différence, mais sinon, on est bombardé d'informations de tout bord. Parce que la croissance, si tu veux, c'est de la Deuxième Guerre mondiale, c'était une guerre à la radio. La guerre du Vietnam est une guerre à la télévision. La guerre du Golfe était aussi à la télévision, mais avec beaucoup plus rapide comme accès à l'information. Le 11 septembre était une des premières aussi où comme l'a dit Joe, puis maintenant, c'est vrai, on est rendu dans cette ère-là de médias sociaux. Dans l'ère où les soldats ukrainiens font des vidéos TikTok avec des tanks russes parce qu'ils les ont attrapés parce qu'ils n'ont plus de gaz sur le bord du chemin. Là, c'est complètement absurde, mais en même temps, c'est la réalité 2022. Donc, on voit des choses qu'on n'est pas habitué de voir. Et ça montre aussi à quel point le monde est en train de virer dans une drôle de tangente. Ouais. Et puis moi, les gars, j'aurais jamais cru que dans une guerre, on vivrait genre des soldats qui essaient de matcher sur Tinder. Et puis que ça trahit les positions des bataillons. Ça me fait penser à une histoire. Je pense que c'est pendant la guerre en Irak, il y a des soldats américains qui étaient dans une base super secrète cachée et leur montre Fitbit était connectée à Internet puis ils ont été capables de se faire découvrir à cause de ça. Ils donnaient des infos à Apple probablement ou à quelque chose comme ça. Fait que c'est un peu la même chose. Ils ont été trahis par la techno sans s'en rendre compte. Quand j'ai lu ça, j'ai vraiment double vérifié si c'était vrai. Et puis oui, c'est vrai. Les soldats russes essayaient de se matcher sur Tinder. Mais les gars, par quoi qu'on part ça, là, ce live, cet épisode 178? Si on se fie à ton P5, c'était pas un tour de table juste pour les opinions sur tout ça, juste un petit 30 secondes à fret sur comment on trouve les derniers jours, mettons, depuis l'invasion. Ben justement, comment vous l'opinion ou plus comment que vous vivez ça? On s'entend qu'on n'est pas ukrainien. Notre opinion, notre façon de la vivre, on s'en balance un peu, mais quand même, il faut un peu d'en parler. Comment vous trouvez ça? Là, on est rendu à 5 jours en ce moment. Là, on enregistre, il est 20h40 en podcast. On n'est pas supposé de le dire, mais je m'en fous, je le dis. Les Ukrainiens, les Russes se lèvent. C'est le matin là-bas, les messieurs. Alors, c'est le 6e jour qui commence là-bas. Comment vous avez vécu les 5 derniers jours? Si je commence par Stéphane. C'est une situation qui est troublante dans le sens où quand on voit une grande puissance comme ça qui est engagée dans un conflit international et que l'Ukraine est loin, en fait, géographiquement de nous, mais c'était quand même aux portes de l'Europe. C'est un pays européen et à travers l'Europe, c'est tout l'Occident qui est interpellé. Donc, on sent, l'impression que j'ai, c'est on est à ça de glisser dans quelque chose qui pourrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. D'avoir une guerre où tu as une grande puissance qui est le belligérant, c'est toujours une guerre extrêmement dangereuse. Ouais. Et puis là, c'est la guerre la plus dangereuse depuis longtemps. Exactement. Et puis là, on parle de Poutine. Et puis on va en parler ce soir, justement. À quoi s'attendre de Vladimir Poutine, celui qui est illisible. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine en ce moment. À quoi qu'il rêvait à nuit passée. Ces décisions, quelles vont être, messieurs? On va en parler. Mais toi, Stéphane, justement, qui a vécu la guerre de Corée, mais, toi qui as vécu, justement, des conflits que nous, Jonathan et moi, n'avons pas vécu. Par exemple, on a parlé... On a vécu en étant très, très jeune. Oui, ou bien dans les pensées impures de nos pères. Si je pense à la guerre du Vietnam, par exemple, tu as vécu des conflits comme ça, un peu. Hein? Comment tu qualifierais ce conflit-là en Ukraine? D'abord, ici, c'est une surprise qu'on a. C'est pas les autres guerres que j'ai vécues et que j'ai pu observer, si tu veux, la guerre du Golfe en 1990-91, l'intervention de l'OTAN en Serbie, au Kosovo en 1999, même les interventions de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine aussi. En 94-95. Tout ça s'est préparé très, très lentement. C'est-à-dire que on l'a vu venir, par exemple, en 1990, on nous a préparé à la guerre. C'était absolument incroyable de voir ça. L'Irak de Saddam Hussein était littéralement traité dans les journaux comme la 3e grande puissance militaire du monde. Ce qui n'a pas de sens. Quand on le regarde a posteriori, ça n'a pas de sens. Mais ça s'est monté tranquillement sur des mois.
et en même temps, c'est pas l'Irak qui va nécessairement nous faire peur, en tout cas ici du moins au Canada. C'est pas non plus la Serbie au Kosovo. Tu sais, il y avait une impression toujours de distance, puis surtout une impression que les choses vont lentement, que tu sais, il y a toujours une chance d'éviter ça. Là, c'est arrivé d'une manière très brutale, presque imprévisible. Bon, la part des gens, la semaine passée, disaient encore, il y a bien des chances qu'il ne se passe rien, dont moi. Je disais ça encore au début de la semaine passée. Oh, j'avais l'impression que c'est comme tu sais, et l'impression que donne ce conflit-là, celui que j'avais aussi, c'est comme un pas trop haut, trop gros. C'est pas croyable. Et même encore aujourd'hui, je me dis, c'est vraiment étonnant comme situation de voir que les Russes font ça en Europe, à la porte de l'Europe, en défiant ouvertement les Occidentaux. C'est vraiment une grosse étape. C'est rare les cas où on s'est retrouvé comme ça. En fait, le cas le plus proche de ça serait peut-être celui de la crise des missiles de Cuba en 62. Parce que même au cours de l'intervention... Pardon? Ça ressemble à ça. Je ne l'ai pas vécu, mais on dirait la crise des missiles. Tu sais, justement, l'Union soviétique qui s'en venait vers Cuba avec les missiles, je ne sais pas si on peut la qualifier. Moi, j'ai l'impression que c'est parce mais... que c'est la fois dans l'histoire où on était le plus proche d'un conflit nucléaire. C'est que c'est pas depuis ce temps-là. Il y a eu Hiroshima, Nagasaki, la crise des missiles de Cuba. Tout le monde s'est foutu la chienne. Puis on a comme l'impression que l'histoire a fait qu'on ne voulait plus se rendre jusque-là, jusqu'au 24 février 2022. Mais là, c'est pire, Joe, parce que Vladimir Poutine l'a dit ouvertement. Sans gêne, sans stress. Ah oui, c'était télédiffusé de préparer la riposte nucléaire. Là. Je crois qu'on n'en est pas là, hein. Disons-le tout de suite. Là, on est plutôt dans les fanfaronnades pour l'instant. C'est plus de montrer qu'il y a une volonté, qu'il y a une détermination. Mais je pense pas qu'on soit on est arrivé souvent dans l'histoire, que ce soit donc pendant la crise des missiles de Cuba, mais aussi pendant la guerre du Kippour en 73. Il y a plusieurs occasions comme ça où on est monté à un niveau d'alerte nucléaire très élevé. Sans qu'on le sache trop, on a réussi à échapper à ça. J'ai l'impression qu'on est encore là-dedans. Mais je vous disais il y a quelques minutes que j'ai été surpris par le geste de la Russie. Mm-hmm. C'est plate, mon bras est encore surpris. Ouais. Souhaite-nous pas de malheur. Non, surtout une guerre nucléaire, là. Une autre époque dont je me souviens, Jonathan, c'est milieu des années 80 où on a vraiment pris conscience du risque nucléaire. Il y avait plusieurs films qui étaient sortis à l'époque, The Day After, Black Sunday, je pense, ou quelque chose comme ça, où on nous décrivait un monde post-nucléaire. Moi, j'avais pris ma décision ce jour-là. J'ai pris ma décision ce jour-là. Moi, je ne veux pas survivre à une guerre nucléaire. Parce que l'après ça va être dur de pire survivre. Que le moment où ça frappe. Là. Et puis toi, Joe, une petite semaine hein, que tu as eu la semaine passée. Je l'ai vécu d'une drôle de façon. Je l'ai vécu en tant que citoyen du monde comme tout le monde, mais j'ai aussi vécu parce que je me suis senti investi ou le hasard, ou plutôt, je ne sais pas, l'espèce de pression de vouloir tout simplifier, synthétiser et résumer aux gens à embarquer. Puis depuis la minute à 10h pile, le 24, quand ça a commencé, j'étais déjà prêt à partager des trucs parce que j'avais l'impression que les questions allaient venir, puis que déjà, j'anticipais un peu les choses qui s'en venaient. Puis je pense qu'il y avait un besoin, puis il y avait une ouverture pour ça, parce que en passant, je remercie les gens qui nous écoutent. Il y a quand même 1 million de personnes qui ont vu mes publications au cours de la dernière semaine, ce qui est un chiffre qui n'a absolument aucun bon sens. J'ai presque 3000 nouveaux abonnés depuis le 24 aussi, donc en 4 jours, j'ai ramassé beaucoup de nouveaux partisans. Donc, je vous salue, je vous remercie. Puis j'ai été content de le faire parce que je suis quelqu'un de super anxieux, j'ai pas de gêne à le dire, puis ces choses-là, ça me stresse vraiment beaucoup. Moi, de voir ce qui se passe en Ukraine, le 25, j'ai mal filé toute la journée jusqu'à temps que je fasse le fameux live. J'étais en panique totale, j'ai pas dormi de la nuit le 24 parce que je regardais en temps réel ce qui se passait, puis là, j'étais en train de me mettre à paniquer, puis ce qui n'est pas une bonne idée, généralement, de faire non, ça. Exactement, mais en même temps, je n'étais pas capable. C'était comme, tout allait tellement vite, il y avait tellement d'informations. Fait que le 25, quand je me suis assis pour faire mon live, ou le 24, je me mélange tout le temps dans les dates, mais quand je me suis assis pour faire mon live, j'ai été capable de dédramatiser, puis en l'expliquant, en le simplifiant, en le vulgarisant, j'ai été capable de relativiser puis de me calmer moi-même. Je me suis comme autothérapie
avec les gens qui écoutaient le live, puis ça a fait du bien aux gens aussi. Il y a plein de gens qui m'ont écrit pour dire que ça les avait aidés avec leur anxiété, parce que souvent, c'est quand on voit ça trop gros, puis on se met à fabuler, puis on se met à anticiper, c'est là où c'est le pire. Mais quand on retourne à la base, puis qu'on recommence avec le début, puis qu'on fait juste avancer tranquillement, ça remet les choses en perspective. Ça n'enlève rien au fait qu'on vit quelque chose d'exceptionnel, qu'on est probablement dans la chose la plus importante depuis, je dirais, pratiquement la Deuxième Guerre mondiale. Là, ça, je pense que c'est plus important que les attentats du 11 septembre et les conséquences, à mon avis, très personnel. Malheureusement. Mais justement, Joe, je voulais te dire, excuse-moi, dans ce live-là, on te sentait aussi émotif au début. On te sentait... tu sais, t'étais nerveux. J'étais à l'envers. T'étais à l'envers complètement. Là, ouais. Oui, c'est ça, parce que je savais qu'en temps réel, en mesure où j'allais parler, qu'il allait peut-être se passer des choses, qu'il allait peut-être avoir, ça allait peut-être s'amplifier. Puis je le savais que les gens qui allaient écouter allaient avoir des questions. Puis j'avais peur aussi de ne pas avoir toutes les réponses, parce que oui, c'est le fun de faire des lives comme on fait, mais c'est pas mieux si on dit n'importe quoi. Fait que j'étais arrivé et j'avais rien, j'avais pas de notes. Je m'étais sorti 3 cartes, puis c'est tout. Puis je me suis dit, je vais faire 15-20 minutes. Puis là, je me suis rendu compte, après 1h30, OK, clairement, j'avais quelque chose à dire. Je m'étais préparé sans le savoir, parce que ce que j'ai fait en live, ça fait 1 mois que je le fais dans mes classes, que je prépare mes jeunes, qu'on en parle, qu'on discute. Puis dans le fond, c'est comme si j'étais en classe devant mes jeunes, sauf que j'étais comme sur Teams en télé-enseignement, puis on y va comme ça, puis on s'arrange pour que ça soit le plus simple possible, là, parce que c'est complexe, c'est très complexe ce qui se passe. Puis c'est pas juste une guerre en Ukraine, c'est qu'il y a quelque chose en arrière, puis il y a quelque chose autour, puis c'est de trouver la façon la plus simple que tout le monde soit capable de comprendre. Absolument. Pendant que tu parlais, excuse-moi, Joe, j'avais l'air de ne pas t'écouter, non, mais c'est pas ça, mais j'ai lu un commentaire de Mme Suzanne Gagnon. On a parlé de la crise des missiles. Je vous lis son commentaire. La crise des missiles, je m'en souviens un peu. J'étais en 2e année et à l'école, on nous faisait prier pour empêcher Khrouchtchev de nous bombarder, et on nous apprenait aussi à aller se cacher au sous-sol de la maison s'il y avait des bombardements. C'était en 1962 à Saint-Georges-de-Beauce. Alors, wow. On s'entend que s'il y avait bien une place où il n'y avait pas de danger, c'était à Saint-Georges-de-Beauce, puis j'enlève rien au Beauceron, mais je pense pas que c'était la cible première de Khrouchtchev, on s'entend. Là. Mais on s'entend, le début des années 60, la peur de la guerre atomique. La peur nucléaire. Les bons vieux bureaux d'école qui étaient faits pour survivre à une explosion nucléaire aussi, là, avec le petit panneau pour se cacher en dessous. Ça fait penser... Mais déjà, en 1962, il y avait la possibilité de détruire la planète au complet. On avait déjà passé le stade où on est capable de tout détruire. Marc Desalliés qui écrit « Le gouvernement américain vient d'admettre qu'il s'agit d'une guerre qui déterminera qui dirigera le nouvel ordre mondial. » Ouais, ça a l'air d'un lien douteux, par exemple. Ouais, c'est ça. On va passer par-dessus ça. Ouais, c'est ça. Désolé, Marc, mais il va falloir aller revoir peut-être. Maintenant, un deuxième point, les gars, parce que il s'en passe à tous les jours des développements concernant la guerre en Ukraine. Parlons des sanctions économiques. Là, je m'entends en double. Je ne sais pas si vous entendez en double ou dans le live. Non, ça va. OK, c'est moi qui ai un problème. Les sanctions économiques. OK, il y a beaucoup de sanctions économiques qui sont imposées à la Russie par divers pays, notamment de l'OTAN, surtout de l'OTAN. Pensez-vous que les effets allaient se faire sentir après seulement 3 jours, vous autres? Ben en fait, tout le monde le souhaitait, mais en même temps, il faut il faut donner crédit à ceux qui sont en train de réfléchir. T'sais, on juge beaucoup les dirigeants parce qu'on les trouve inactifs, mais en même temps, ce qu'ils sont en train de faire, ça risque d'avoir plus d'impact parce que l'argent, c'est ce qui mène une guerre. Quand tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de gaz, tu n'as plus de balles, tu n'as plus rien, et on fait le pari qu'éventuellement, Poutine va manquer d'argent, puis c'est ça qui va peut-être être capable de ralentir le rythme de la guerre. Ouais, je ne suis pas un fan des sanctions parce que c'est très rare les cas où ça a vraiment fonctionné. La plupart des observateurs s'entendent pour dire que c'est des mesures qui, à moyen ou à long terme, peuvent avoir un effet. Quoique là, j'ai l'impression qu'ils sont allés quand même assez fort, c'est-à-dire dès le début en paralysant le projet de développement d'un pipeline qui était très important pour les Russes, en retirant ou en isolant la Russie du système bancaire SWIFT. Ce sont des trucs qui font
vont quand même très mal. Et un autre problème des sanctions, c'est que généralement, elles sont faciles à contourner. Là, une chose qui m'étonne, c'est encore, et favorablement dans ce cas-ci, c'est que tu as quand même un grand mouvement d'États, puis d'États importants qui embarquent dans le processus. Parce que souvent, il y a une unité. Il y a vraiment un sentiment, j'ai l'impression qu'il y a un front commun. C'est sûr que c'est pas tous les pays, mais quand on regarde la liste des pays qui ont décidé de faire front commun du côté ukrainien, ça donne une bonne idée de la dualité mondiale. Tu as les pays occidentaux avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, et tu as de l'autre côté la Russie avec la Chine, l'Inde qui a décidé de rester neutre, mais qui a l'air d'avoir un petit penchant pour Poutine, les pays du Moyen-Orient qui ne se sont pas vraiment prononcés, à part les Émirats arabes unis qui se sont prononcés comme étant neutres aussi. Donc, ça montre un peu, j'aime le dire à mes élèves à l'école, c'est comme si on voyait les équipes de hockey. L'équipe Occident-OTAN contre l'équipe, on va dire, orientale, russo-chinoise qui s'affrontent. Puis ça montre aussi, dans le fond, c'est vers quoi on s'en va si le conflit viendrait qu'à dégénérer. Oui, quoique l'équipe Chine-Russe, c'est pas très solide. Je pense non, que exactement. Deux équipes. Moi, c'est deux équipes séparées, ça. Les gens s'en rendent pas compte parce qu'ils ont l'air à être comme ça, mais c'est deux pays qui sont en gros conflit idéologique de un, et aussi par rapport au territoire. Il y a des gros conflits entre la Chine et la Russie, mais on n'en parle pas parce que on veut donner l'image que c'est une alliance. Justement, Joe, je voulais t'en parler. On n'a pas eu le temps de s'en parler depuis le début du conflit, mais moi, j'avais l'impression que la Chine serait un allié automatique pour la Russie. On a l'impression que Xi Jinping, Xi Jinping ne veut pas parce que ça va lui faire mal au niveau économique, parce que le premier partenaire économique de la Chine, c'est les États-Unis et vice-versa. Ça veut dire que les États-Unis ont besoin de la Chine a besoin des États-Unis, et la Chine investit je ne sais pas combien de milliards pour faire une nouvelle route de la soie qui va connecter l'Union européenne avec le marché chinois. Fait qu'eux, ils voient la guerre comme étant une perte de revenus, parce que si la guerre éclate, le gouvernement chinois va perdre de l'argent, et Xi Jinping, dans le fond, s'en rend compte, et il ne veut pas s'aliéner les pays occidentaux, même si c'est un pays qui est confrontant envers tout le monde. Il y a l'argent qui est en arrière. Fait que c'est sûr et certain que pour lui, présentement, de voir Vladimir Poutine devenir complètement irrationnel, ça ne doit pas être super le fun pour lui, surtout qu'il y a des conflits territoriaux. La Chine et la Russie se battent plusieurs territoires. Il y a des problèmes au niveau de différentes ressources aussi. Donc, c'est pas des amis. C'est qu'on dit les ennemis de mes ennemis sont mes amis, mais pas plus que ça. C'est pas une alliance aussi solide que l'OTAN, mettons. D'abord, c'est une alliance informelle. Il n'y a pas de traité entre les deux. Alors, on pourra revenir sur l'OTAN tantôt, qui est très solide et qui existe depuis 1949. Qui nous montre que c'est finalement plus solide qu'on pensait. On pensait que Trump avait foutu la division là-dedans, puis c'est pas tout le cas. Mais donc, la Chine et la Russie ne sont pas des alliés formels, ce sont plus des alliés de circonstances, on va dire, qui vont, qui se liguaient surtout contre les États-Unis dans un contexte où on a l'impression que les États-Unis sont en déclin. C'est comme si on avait un système international à 3 grands pôles ici. Et tu avais ces deux-là qui se sont mis ensemble contre le plus gros, ou en tout cas qui collaborent, qui travaillent ensemble contre le plus gros. Mais là, les Chinois, en fait, le rapport de force entre la Chine et la Russie est nettement, tant au plan commercial que même ça va au plan militaire. Je pense aussi que la Chine est en train d'éclipser complètement la Russie. Et j'ai l'impression, moi, la lecture que j'en fais, c'est que la Russie, malgré le recouvrement de son économie, malgré le fait que depuis une dizaine d'années, elle a réussi, avec un trou en 2014, là, naturellement, mais elle a réussi à se remettre la fin de la guerre froide, et là, maintenant, elle essaie de retrouver sa place de grande puissance. Et c'est un coup de force, tu veux, pour essayer de dire aux autres, hey, vous devez me respecter comme grande puissance. On est et le encore message là. s'adresse à la Chine aussi, j'ai l'impression. Oui, pour montrer qu'ils sont encore là, puis qu'ils sont encore armés, puis qu'ils sont à prendre au sérieux. C'est vraiment ça, j'ai l'impression que Vladimir Poutine a l'impression qu'on a ri de lui ou qu'on ne l'a pas pris aussi sérieux qu'il aurait voulu qu'on le prenne. La Russie a été humiliée, tout à fait. Exactement, c'est rendre la grandeur de la Russie, c'est « Make Russia Great Again ». C'est une cassette qu'on a entendue il n'y a pas longtemps. Là. Tout à fait. Non, c'est vraiment ça, je pense, un des moteurs de la crise, c'est sa volonté de la Russie de montrer ses muscles puis de dire... C'est l'orgueil de Poutine. Oui. Mais honnêtement, je veux pas être l'avocat du diable, mais honnêtement, depuis la fin de l'URSS, est-ce que la Russie est vraiment respectée sur l'échiquier mondial, mis à part le fait qu'elle possède la moitié des têtes nucléaires de la planète?
Est-ce qu'elle est respectée, la Russie? Mais en fait, au niveau économique, non, parce que c'est un pays émergent, c'est même pas une grande puissance économique. La ça la le Russie PIB a du le Portugal. PIB de l'Espagne. L'Espagne, c'est pas un Portugal. pays. Oh, t'as bugué mon Joe, tu vas revenir. Pour baquer, dans le fond, l'importance du pays, ils ont l'armée, ils ont les armes nucléaires, puis c'est tout. Ils n'ont pas cette influence économique et monétaire-là. Ils n'ont pas l'influence, je vais dire, internationale qu'ils ont déjà eu. Donc, c'est pas ce que ça a déjà été, vraiment pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est dans un moment qui est particulièrement dangereux, parce qu'en fait, c'est un des modèles qu'on utilise en relations internationales, à savoir, quand un mouvement qui se fait dans la hiérarchie des puissances, ou quand un qui est en déclin et l'autre est en croissance, ça devient un moment très propice aux guerres. En fait, on s'aperçoit que la plupart des grands conflits coïncident à ce qu'on appelle une transition de puissance. Et j'ai l'impression que la Russie elle se comporte comme une puissance déclinante. Elle essaie de freiner quelque chose qu'elle traîne depuis 30 ans, c'est-à-dire un déclin parsemé parfois de petits rebonds, mais un déclin quand même. Et peut-être que par un geste comme celui-là, elle tente dans un effort désespéré, d'arrêter ce mouvement-là, mais qui est extrêmement difficile à contrôler. Est-ce qu'on serait tombé dans le piège de Thucydide, Stéphane? Ça ressemble à ça. Ça ressemble beaucoup. Le piège, c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Généralement, c'est la puissance dominante, la plus importante, qui s'entend tranquillement son pouvoir décliner, puis qui a un rival qui, lui, est en train d'augmenter. Là, ce serait plus les États-Unis qui sentiraient leur puissance décliner, la Chine qui, elle, se sent croître. Mais à ce moment-là, les États-Unis pourraient être tentés de jouer un coup de dé pour renverser la tendance. Ça, c'est le piège. Moi, ce que je pense, c'est que Vladimir Poutine se pense encore la puissance dominante et c'est que la Chine est en arrière et c'est peut-être... Les États-Unis n'auront peut-être même pas besoin de se mêler du conflit parce que les Chinois vont peut-être le faire eux-mêmes pour ajouter à leur hégémonie mondiale, ce qui ne sera pas nécessairement mieux pour l'équilibre, mais je ne sais pas si les Américains vont avoir à temps s'en mêler pour que les choses changent. Juste, si me permet, j'ai juste peut-être un élément aussi, parce qu'on l'évoque beaucoup, puis je l'entends énormément dans les médias, je l'entends partout. On met beaucoup l'accent sur la personnalité de Vladimir Poutine, comme si la personne ou le personnage pouvait être responsable de tout. Et c'est naturel comme tendance. Surtout, là, on a un régime qui est semi-démocratique, ou en tout cas illibéral, et qui est contrôlé visiblement par cette personne-là. Mais même dans les cas les plus extrêmes, mais je pense à l'Allemagne nazie ici, c'est très rare qu'un individu seul peut contrôler le jeu comme celui-là. Il y a les oligarques en arrière de lui, là. Entre autres, mais il faut voir aussi son soutien, par exemple, dans l'armée, il faut voir son soutien dans les autres secteurs de la société civile ou de l'économie. Et je sais, Joe, Jérémy, pardon, que c'est une idée qui te tracassait, à savoir, est-ce que la solution, quand on pourrait y revenir en fin d'émission, mais est-ce que la solution passerait par une destitution de Poutine? Mais c'est lié directement à ça. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance déjà, moi, à être très prudent quand je parle. Je préfère presque parler de la Russie ou de l'État russe que de Poutine. Mais pas vraiment. Pourtant, c'est tellement le contraire qu'on entend. Mais vraiment, les gens ont l'air à centrer le problème sur Vladimir Poutine, mais il y a des oligarques, il y a des généraux militaires, il y a un cercle rapproché, très rapproché, qui est avec lui. Mais moi, je vois pas une destitution démocratique, on s'entend. Là, je pense pas que la Douma va mettre de côté Vladimir Poutine, mais un coup d'État, est-ce que c'est possible? Un coup d'État, mettons, civil, là, pour tasser Vladimir Poutine, que la population... Je vais répondre en répondant aussi à la question de Guy Boisvert, qui dit est-ce qu'on pense que Vladimir Poutine a atteint un point de non-retour? Oui, tout à fait. Oui, parce que déjà en Russie, il y a des riches oligarches qui ont commencé à montrer leur dissidence et ça montre qu'il n'y a pas un front uni derrière Vladimir Poutine parce que il y a beaucoup d'argent qui va être perdu présentement. On rit des sanctions, mais les riches de Russie ont perdu beaucoup d'argent ce matin. Quand on dit que le rouble perd 30%, que la bourse de Moscou ferme et que tous les échanges avec la Russie au niveau financier sont coupés, ça a des conséquences sur ceux qui sont censés appuyer Poutine. Donc, présentement, les alliés de Poutine se font faire vider les poches par les sanctions et ça se pourrait que ça aille plus vite qu'on pense. Mais le problème, qui on met pour remplacer Vladimir Poutine ou comment on fait pour trouver quelqu'un qui a la crédibilité pour diriger un pays comme la Russie, il est là le problème parce que tous ceux qui auraient pu le faire, Poutine les a tués ou ils sont en prison. Fait qu'il n'y a pas d'alternative, c'est Poutine ou c'est rien. Mais c'est une classe politique, ce serait une classe politique russe à reconstruire selon moi. Parce que la politique russe est gangrénée
à l'os, OK, avec avec la mainmise, justement, de Poutine sur le système politique, ça serait à reconstruire. Ça serait une énorme catastrophe politique. Oui, Joe? Moi, j'ai 2 noms que je pourrais te nommer. Il y a Alexis Navalny, qui est pas mort. le principal Il est pas mort, mais... opposant, qui est pas mort encore, qui a passé proche. Mais celui, je pense, qui serait le plus crédible et qui passerait le mieux à l'international, c'est Garry Kasparov, qui a été pendant longtemps le chef de l'opposition en Russie, qui a été un des principaux critiques de Vladimir Poutine. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, au niveau international, serait capable d'aller chercher la reconnaissance, pas ce qu'il aurait en Russie, mais serait capable d'aller chercher une espèce de paix sociale avec l'OTAN puis avec d'autres pays. Je crois de mémoire, corrige-moi si je me trompe, Stéphane, qui est exilé aux États-Unis. Je sais pas. Je suis en train de googler, là, mais je sais pas. Vois-tu, là-dessus, j'ai une vision un peu différente. Parce que mais tant mieux, c'est le fun qu'on n'est pas tous d'accord. D'espérer que quelqu'un qui remplacerait Vladimir Poutine viendrait comme ça, de l'extérieur des structures existantes actuellement, ça signifie que la Russie, le régime s'est effondré. Exact. Et que l'ensemble, je veux dire, du gouvernement... C'est une révolution, dans le fond. Et moi, je n'y crois pas encore à ça. Je vois pas de signe dans ce sens-là. Je verrais plutôt sur un coup d'État à l'interne. Si on veut aller vers ce scénario-là, ce qui est loin d'être certain encore, parce que je pense pas qu'il ait passé le point de non-retour, il peut encore renverser les choses. Mais ce qui arrive plus dans ce temps-là, c'est que tu as quelqu'un de l'entourage, tu veux, c'est du cercle qui est au pouvoir qui va le remplacer. Mais en pouvant arriver à dire, c'est un peu comme Paul Sauvé qui remplace Duplessis puis qui dit, désormais, les choses vont être comme ça. T'sais, et c'est à ce moment-là, c'est beaucoup plus une transition qui est beaucoup plus douce. Tu n'as pas besoin d'avoir une révolution au complet. Ça peut être ce qu'on appelle un coup d'État de palais. C'est vraiment à l'intérieur du régime que ça se fait. Un peu comme dans l'Empire romain. Oui, où tu avais un empereur qui remplaçait l'autre à tous les 3 semaines. Là. Oui, c'est exactement. Ça peut être ça. Oui. Ouais. Hey, si vous me permettez, les gars, il y a quelqu'un qui a posé une question tantôt. Marc, il y avait peut-être un lien douteux tantôt, mais il nous pose une bonne question. Il nous parle de Taïwan, puis j'aimerais ça qu'on en parle un peu, les gars, parce que ça a un lien direct avec la situation en Ukraine. Les Chinois le savent, puis ils regardent attentivement qu'est-ce qui se passe en Ukraine, parce que si on fait rien, si on laisse l'Ukraine s'arranger avec ses troupes et qu'il n'y a pas d'intervention, puis que Poutine rafle la mise, on s'attendrait probablement à ce que les Chinois fassent la même chose avec Taïwan dans les semaines ou les mois suivants. Qu'est-ce que vous en pensez? Probablement. En fait, le risque ici, ce serait aussi qu'on ait 2 situations. Est-ce que, par exemple, les Occidentaux, les Américains pourraient gérer en même temps une crise en Ukraine puis une autre à Taïwan, ce qui serait... Mais d'un autre côté, c'est tellement déstabilisant. La situation actuellement, elle est très instable. J'ose croire que Xi Jinping, et en fait que le gouvernement chinois essaiera pas de profiter de cette situation-là pour régler son vieux compte avec Taïwan. C'est d'autant plus dangereux que les liens entre les États-Unis et Taïwan sont beaucoup plus profonds que les liens entre l'Ukraine et l'Occident. Parce que on s'entend que au niveau technologique, Taïwan, c'est le grenier des puces informatiques, donc celui qui contrôle Taïwan contrôle le marché de l'informatique quasiment complet. Moi, je t'aurais dit oui, Joe, mais justement, en voyant la situation dépérir de la sorte en Russie, Xi Jinping, je pense qu'il n'a pas le goût. Peut-être au début, tu sais, peut-être qu'au début, il se disait, ouais, ça serait peut-être... Ça avait été un vrai blitzkrieg, bon moment, puis que ça avait été comme en Belgique puis en France, puis que c'était tombé après quelques jours, probablement un coup, mais là, il se rend compte que c'est vraiment pas la même game. Là. Parce que comme tu as dit tantôt, justement, c'est vraiment pas drôle côté économique, qu'est-ce qui se passe en Russie, puis il y a une autre chose qui s'est passée aujourd'hui, mais le taux directeur des banques est passé de 20%. De 9 à 20%, puis je pense que la dernière fois, ça avait été aussi pire, mais un petit peu moins pire, mais c'était en 2014, pendant l'invasion de la Crimée, qui était genre à 17%. Ça n'a aucun sens. Hey, un taux directeur à 20%, là. Hey, mon taux hypothécaire est à 2,55, je pense, 2,59, puis je trouve que c'est cher. T'imagines ça à 20% de taux d'intérêt? Ça me fait penser aux années 80. Stéphane, je suis sûr que ça te rappelle de quoi? Dans les années 80, la crise économique, c'était ça. Là. Je suis né en 83, fait que je l'ai vécu, mais en tant que fœtus. Ah ouais, on montait à 18 puis 20% de taux d'intérêt. Aucun sens. Puis justement, une autre chose du côté économique, les Russes qui se sont rués vers les guichets automatiques pour prendre leur argent. Ben oui, c'est ça, parce que là, le rouble a perdu, comme tu as dit, 30-40% de sa valeur. Ça n'a aucun bon sens. Demain, ça va ressembler à quoi? Là, c'est comme la première journée.
Ça va être demain. Demain, eux autres sont déjà rendus à demain, on s'entend, là, mais ça ressemble à quoi? On ne sait pas. T'sais. D'ici vendredi, j'ai l'impression déjà que tu vas avoir ta réponse. Oui, c'est ça. Continuons à parler. Avant de parler de Poutine, je veux revenir à Poutine en fin d'épisode. Okay. Parlons justement du rôle du Canada, les gars, et de l'OTAN dans ce. Et là où je voulais m'en aller, on a fait conflit. Une légère parenthèse de 40 minutes. Oui, 35 minutes, 11 secondes en. Mais en même temps, c'est correct parce que c'est toutes des questions puis des réponses que les gens veulent entendre. Fait que c'est pas de mauvaise chose. Puis ça remet en contexte parce que là, en parlant du rôle du Canada puis de l'OTAN, puis là, peut-être un message aux Européens qui nous écoutent, vous allez avoir une vision très nord-américaine de la situation. Donc, vous allez avoir en même temps une idée de comment les choses se vivent au Canada puis au Québec parce que j'écoute beaucoup France 24 qui, je trouve, un résumé de la situation, puis ils ont un narratif quand même assez neutre et très pertinent. Ouais. Puis c'est vraiment pas la même chose qui est entendu ici dans les médias canadiens. Donc, on a des visions qui ont l'air d'être un peu différentes et qui n'ont pas été influencées par la même chose. C'est très influencé par les États-Unis, au Canada, au Québec, parce qu'en Europe, c'est vraiment une autre chose complètement différente. Donc, ça se pourrait que vous ayez des questionnements ou qu'il y ait des choses que vous ne voyez pas de la même façon. Bien, premièrement, Stéphane, c'est pour ça que je t'ai dit tantôt qu'on te laisserait parler pas mal parce que c'est ton domaine. Premièrement, le Canada, comment tu trouves les interventions du Canada, les sanctions? Parce que là, en ce moment, peut-être parler un peu de ce qui a été fait aussi comme sanction. C'est quoi qu'on fait Canada présentement pour l'Ukraine ou pour la guerre en Ukraine? Mais, pour le résumer, simplement que le Canada, c'est, en quelques mots, joint au mouvement de masse, était parmi ceux qui demandaient les sanctions les plus fortes, alors qu'on comprend, par exemple, les Allemands qui sont beaucoup plus dépendants du gaz russe, ou les Européens, en fait, de l'Ouest qui sont plus dépendants du gaz russe, croirait qu'il aurait été un peu plus réticent. Mais les Canadiens étant assez loin, n'ayant que très peu, somme toute, de liens commerciaux avec la Russie, les échanges, je pense, maximum, c'est 5 ou 600 millions de dollars par année. C'est beaucoup de ports québécois qu'on vend à la Russie, là. Mais le Canada peut se permettre de demander une réponse qui est très forte. Il s'est joint au mouvement des Occidentaux. Hier, je pense que c'est 25 millions de dollars canadiens qui ont été annoncés en aide de matériel non létal ou du matériel qui n'est pas des armes. Suivi aujourd'hui d'une autre annonce, je crois que c'est une centaine de roquettes, de lance-roquettes Carl-Gustave anti-char et peut-être 2000 roquettes pour aller avec. Là. Donc, c'est une fourniture d'armes aussi, ce qui est un gros morceau qu'ils ont fait. Donc, on peut voir le Canada, et ça va être important de garder ça à l'esprit, comme un joueur un joueur loyal dans l'équipe. Il soutient et il donne l'exemple, en fait, aux autres États en disant, regardez, nous sommes prêts à aller jusque-là, suivez-nous, parce que, je vais y venir tantôt, l'enjeu central pour le Canada dans une situation comme celle-là, c'est d'abord et avant tout de garder la cohésion et l'unité parmi ses alliés. Au sein de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN si vous préférez, et surtout parmi les grandes puissances comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et l'Allemagne. C'est ça, le premier objectif de politique étrangère canadienne, il est là. Et c'est pour ça. C'est aligné, dans le fond. Oui, et de convaincre les autres de rester alignés aussi. Ça explique beaucoup ce qu'on peut voir comme... parce que je pense que tout le monde va être d'accord. Il y a très peu de choses que les Canadiens seuls ou les Canadiens ne font pas la différence sur la grande majorité des dossiers. Là. On peut creuser un peu. Je peux vous en trouver quelques-uns comme les questions de l'Arctique, par exemple. Mais au-delà, mais ce qui est vraiment périphérique, là, ça n'a aucun lien direct avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, il ne faut pas attendre trop du Canada. Mais je trouve, là, pour résumer en un mot, qu'il joue le rôle qu'il a toujours joué dans ces circonstances-là et qui... Le rôle du Canada. Qui est de défendre et qui est de défendre son intérêt. Son intérêt, c'est d'abord et avant tout d'éviter qu'il y ait un effritement dans le groupe occidental. Donc, dans le fond, on est les peacemakers de l'OTAN. Oui, et vois-tu, une des images qui est associée à la politique étrangère canadienne, un vieux cliché que tout le monde qui s'est moindrement intéressé à ça a entendu, c'est le Canada, c'est un médiateur. Le Canada, il va faire la paix entre ceux qui sont en conflit ou en guerre. Non, ce n'est pas vrai. Historiquement, à part peut-être la crise de Suez, mais encore là, la crise de Suez est un mauvais exemple, le Canada a joué le rôle de médiateur
essentiellement à l'intérieur de l'Alliance Atlantique. Il réconcilie les alliés, ou il cherche à réconcilier les alliés lorsqu'il y a une faille qui se révèle, que ce soit comme en 1956 au cours de la crise de Suez, ou encore en 2003, à la veille de l'invasion de l'Irak. Parce que pour les présentement, Canadiens, avec ce que Trump a fait dans l'OTAN, il essaie peut-être de réparer les dommages de Trump et sa destruction. on croit que la Russie de Poutine en fait beaucoup plus que n'importe qui d'autre pour rallier ou rameuter. Ça, c'est vraiment étonnant de voir ça, comment les États occidentaux se sont regroupés et comment ils présentent un front étonnamment uni. Il faut vraiment remonter loin pour retrouver une pareille unité dans l'Alliance Atlantique puis parmi les pays occidentaux. Vraiment. Je peux te prendre juste 2 secondes, les gars, pour répondre à une question qui est revenue souvent. Il y en a beaucoup qui demandent pourquoi l'Ukraine n'a pas réussi à joindre à l'OTAN pour 2 raisons. La première, c'est que l'Ukraine, depuis son indépendance là, en 91, n'a jamais eu un régime complètement démocratique. C'est un régime qui était très corrompu et qui était encore très influencé par Moscou, pour pas dire littéralement une république poutinienne ou une république de bananes, comme on aime l'appeler au Québec. Et dans le fond, quand Zelensky est arrivé, il n'y a pas eu assez de 3 ans pour essayer de tout enlever, d'enrayer cette corruption-là. Fait qu'il ne répondait pas aux critères de sélection de l'OTAN, tout simplement, contrairement à la Hongrie, je crois, la Roumanie, la République tchèque et compagnie, quand ils ont joint en 2004, c'est qu'eux avaient été capables de prouver qu'ils étaient capables de maintenir un système, je veux dire, démocratique plus qu'ordinaire, mettons, on pourrait dire. Ça, et j'ajouterais aussi que la Russie a toujours été explicite sur le fait que l'Ukraine ne devrait pas rejoindre l'OTAN, que c'est comme une étape à ne pas franchir. Et c'est le prétexte qu'utilise Poutine aujourd'hui. De dire que l'Ukraine pourrait bien aller rejoindre l'OTAN. C'est pour ça c'est le prétexte qu'il utilise actuellement. Mais pour les Russes, c'était déjà, ils n'ont pas été capables de réagir quand l'Alliance Atlantique s'est approchée jusqu'aux frontières occidentales de la Russie. Ils aiment pas voir la Géorgie, ils aiment pas voir les États au sud-ouest de leur frontière. L'Ukraine, ils les ont toujours dit, l'Ukraine, c'est le pas à ne pas franchir. N'allez pas de ce côté-là. Une excellente question, Stéphane, de Philippe Brassard, qui dit pourquoi l'Ukraine n'est pas passée dans l'OTAN dans la fin des années 70, début 2000, comme la République tchèque, mais surtout, justement, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Roumanie, la Slovaquie, Slovénie, toutes des nations qui étaient du côté du bloc de l'Est là, pendant la guerre froide. Là. Comment ça se fait qu'eux, on peut passer et puis que l'Ukraine n'a pas passé? Regardez l'ordre dans lequel ça s'est fait. Les 3 premiers États, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, sont les 3 États d'Europe centrale, ce qu'on appelle l'Europe centrale et orientale, qui sont les plus proches de l'Occident. En termes d'histoire ou en termes de culture, c'est déjà ceux qui étaient les plus proches et c'est pas étonnant qu'on ait commencé d'une part par eux. L'autre chose qu'il faut se rappeler, moi je me rappelle très bien, parce que j'avais beaucoup travaillé à l'époque là-dessus, c'est qu'il y a eu tout un débat qui dure du début des années 90, donc de 92-93 jusqu'à 1999, à savoir, est-ce que l'OTAN, oui ou non, devait absorber certains de ses anciens adversaires, ou absorber, ou en tout cas, permettre à certains de ses anciens adversaires de joindre l'Alliance. D'abord, ça touche un débat qu'on a encore aujourd'hui, qui, dans le cas qui nous occupe, est crucial. C'est savoir, est-ce que les Occidentaux, oui ou non, et on ne pourra jamais trancher, est-ce que les Occidentaux, au moment de la réunification de l'Allemagne en 1990, ont bel et bien promis aux Russes que l'OTAN ou l'Alliance Atlantique ne s'étendrait pas vers les frontières de la Russie? Donc, il n'y aurait pas d'élargissement comme c'est produit. Les Russes disent encore aujourd'hui, vous nous avez fourré littéralement. Ouais. Vous avez trahi votre parole parce que vous nous avez dit en 1990 que l'OTAN ne s'élargirait pas. Et dès 1999, vous avez les 3 premiers États qui passent du côté de l'OTAN. Et ensuite, en 2004, c'est l'étape suivante. Vous voyez, cet élargissement se fait de manière progressive. Il se fait de manière qui est quand même assez lente parce qu'on hésite. Et tout le débat qu'on a à cette époque-là, c'est nourri par cette hésitation. Il va y avoir des incidents comme la guerre en ex-Yougoslavie et les attentats du 11 septembre et la guerre en Afghanistan qui vont enlever les dernières inhibitions.
L'OTAN joue un rôle de plus en plus important sur la scène internationale. Donc, on se dit, OK, on peut y aller, ça facilite les choses. Tant ou si longtemps, comme disait Jonathan tantôt, que nos nouveaux membres obéissent à un minimum de critères qui permettent d'être en collaboration avec les membres initiaux de l'OTAN. Mais s'il y a eu promesse, Stéphane et Joe, et puis tout le monde, s'il y a eu promesse entre Gorbatchev dans le temps et puis Bush père ou Reagan, est-ce que c'est pas un peu insidieux? Bush père, est-ce que c'est pas justement un peu insidieux d'aller prendre, mais d'amener dans sa sphère d'influence des pays d'Europe de l'Est? Est-ce que Poutine a droit d'être autant en rogne, ou bien justement, moi, ce que je pense, c'est devenu des pays indépendants, Vlad, là. C'est fini. Exactement. Puis il n'y a pas juste ça, c'est que la Russie était tellement rendue faible qu'il n'y avait pas les moyens d'offrir mieux que l'OTAN offrait, que l'Union européenne offrait. C'est juste un retour du balancier. Si tu voulais les garder, il fallait que tu leur offres plus que ce que les autres offrent. Et ça montre en même temps à quel point la Russie a frappé le fond après la chute de l'URSS. Et que dans le fond, ils ne peuvent pas faire comme si c'était encore l'URSS qui avait encore le même pouvoir et l'influence. C'est pas la même chose. Parce que c'est l'argument numéro 1 de Poutine et puis des gens pro-russes, justement, qui comme celui que t'as botté du live, mon cher Joe. Ouais, je fais beaucoup de ménage en temps réel. Oui, vas-y, mon cher. Dans l'ombre, là, c'est fou. Je te donne le droit, tu peux faire le ménage. Ici, on est vraiment sous une dictature. Voilà. mais justement, tu sais, on n'est plus à l'époque des républiques soviétiques, on va se le dire, socialistes soviétiques. Alors, c'est dans le droit. 31 ans, c'est ça, c'est dans le droit de ces nations-là de vouloir faire partie du bloc qu'ils veulent. Ben, tu sais, je dis du bloc, pareil comme si on était encore en guerre froide, mais de l'alliance qu'ils veulent. Oui, en tant qu'État souverain, oui. Mais du point de vue des Russes, puis si on essaie de se mettre un peu de leur côté ou de voir les choses, donc de se mettre dans leur position pour voir les choses, tu as vraiment cette impression de dire, non seulement on a reculé, on a perdu nos alliés, mais nos rivaux, nos compétiteurs sont à la porte, d'une part. Et il y a un scénario qui n'a jamais vraiment été évoqué sérieusement, mais qui peut-être aurait pu, à l'origine, un peu atténuer les choses, ou en tout cas, ou soit finir de tout mettre en l'air. Mais au moment de la fin de la guerre froide, dans les années qui suivent, il y a tout un processus de mise en place de collaboration entre la Russie et l'OTAN. Il y avait beaucoup de liens déjà entre eux. Jamais été question, par exemple, que la Russie rejoigne l'OTAN. Il n'y aurait jamais été question de coopter la Russie, alors qu'il y a un moment où elle était très faible, au début des années 90, donc dans les années qui suivent l'effondrement du régime puis l'effondrement de l'Union, ça aurait pu être peut-être une façon de les coopter en les ramenant du côté occidental. Et surtout, au-delà du fait que l'OTAN s'est élargie, il est arrivé 2 autres phénomènes en même temps. D'une part, il y a des conflits qui ont perduré, que ce soit en ex-Yougoslavie, ou en 91, 94, 95, au Kosovo en 99 ou en Afghanistan à partir de 2001. L'OTAN, qui était juste une alliance défensive, devient maintenant une organisation qui joue le rôle de police mondiale. Exact. Ça non plus, c'était pas prévu. C'était pas prévu au moment de la fin de la guerre froide. Et de voir l'OTAN jouer ce rôle, non seulement en Europe, mais le fait qu'ils se déploient, par exemple, en Afghanistan, puis qu'ils l'ont fait en Libye aussi, on voit que l'Alliance Atlantique était rendue maintenant l'arbitre, c'est vraiment le rôle de policier du monde que ceux qui n'aiment pas trop les policiers n'aiment pas, là, comme par définition. C'est bizarre parce que c'est les États policiers qui n'aiment pas les policiers qui viennent d'ailleurs. C'est une des raisons aussi pour lesquelles les Russes ou les non-occidentaux peuvent se méfier de l'Alliance Atlantique. D'intégrer les pays baltes, des pays en Europe de l'Est, est-ce que c'est une attitude guerrière? Est-ce que c'est une attitude défensive de la part de l'OTAN ou bien c'est juste ça arrive comme ça? Non, je pense que c'est une erreur qu'ils ont faite. D'une part, parce que le bénéfice, ou si tu veux, un des débats qu'on avait lorsqu'on parlait de l'élargissement de l'OTAN dans les années 90, c'est-à-dire quels sont les bénéfices
et quels sont les inconvénients d'amener ces États-là ou de permettre à ces États-là de rentrer dans l'Alliance Atlantique. Un des inconvénients, c'est que tu as une organisation qui est de plus en plus hétérogène, où les intérêts des différents États sont différents. Et un des problèmes avec une mécanique d'alliance, parce que l'OTAN, c'est d'abord et avant tout une alliance. Et ce que ça veut dire, une alliance, c'est si un des membres est attaqué, tous les membres sont attaqués et tous les autres membres doivent aller à son secours. C'est l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique ou ce qu'on appelle le traité de Washington. Le problème qu'on a, c'est que dans une cadre d'une alliance, si tu en as un qui dévie de la ligne ou qui se met à jouer le rôle de provocateur ou qui a des intérêts très différents et qui amène avec lui, qui aspire avec lui dans un conflit, le reste de l'alliance, ben là, on a automatiquement une forme de mondialisation d'un conflit qui est purement local. C'est un peu le risque avec l'Ukraine. C'est une des raisons aussi pour lesquelles les membres de l'Alliance Atlantique étaient quand même prudents dans l'idée d'intégrer l'Ukraine, parce qu'on se dit, est-ce qu'on se met pas le doigt dans un tordeur dans lequel on va tous être aspirés à notre corps défendant? Aujourd'hui, c'est certain, maintenant qu'on voit ce qui se passe, c'est certain qu'on nuance beaucoup ça. Mais le risque, ce qu'on appelle le risque, en anglais, on appelle ça le entrapment ou le piège, c'est un peu, tu parlais du piège de Thucydide tantôt, Jonathan. C'est un concept qu'on utilise beaucoup en relations internationales. Mais je pense que la différence entre les pays baltes et l'Ukraine, de un, c'est la grosseur du territoire, de deux, c'est les ressources, puis de trois, c'est l'historique entre les pays. C'est pas la même histoire, parce que Lituanie, Estonie, Lettonie, c'est des pays minuscules qui n'ont pas beaucoup d'habitants, qui n'ont pas un gros PIB, donc c'est pas des pays qui sont avantageux économiquement s'ils sont sous ta domination. Ils n'ont pas le grenier de l'Europe comme l'Ukraine, ils n'ont pas les ressources minières, le charbon et compagnie. Donc, il y a ça aussi. Le jeu aurait-tu vraiment valu la chandelle pour Poutine d'envahir l'Estonie, mettons? Je pense pas que c'est la même chose. Mais l'Ukraine, il faut dire, c'est la mère de la Russie. C'est exactement, il y a un c'est lien de historique l'Ukraine qu'est née la Russie, là. Justement, comme tu as dit dans ton live, comme j'ai dit hier dans le crachoir, c'est la Russe de Kiev, c'est de là d'où les russophones sont issus, de devoir... Puis en même temps, je crois que c'est le grand-père de Poutine qui est ukrainien, ou il y a des racines ukrainiennes, me semble, Vladimir Poutine. En fait, de ce que moi j'avais lu dans mes sources, c'est que Vladimir Poutine il est né au nord de Moscou, mais c'est des gens qui ont déjà vécu sur le territoire de l'Ukraine d'aujourd'hui. C'était pas l'Ukraine, mais c'était des Cosaques, dans le fond. Donc, il y a du sang qui serait ukrainien aujourd'hui si on avait connu l'Ukraine à l'époque. Le même monsieur qui dit aujourd'hui que la nation ukrainienne n'existe pas, que l'Ukrainien n'est pas une culture différente, que c'est un drôle de personnage, puis en même temps, ça aurait l'air, puis là, ça, c'est des rumeurs que j'ai lues, mais que le grand-père de Vladimir Poutine était le cuisinier personnel de Staline. Et de Lénine. Et de Lénine. C'est le journal français Brut qui avance ça, là, c'est pas moi qui l'invente. J'ai lu ça aussi. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Je peux aller voir dans le CV de papa Poutine. Grand-papa Poutine. Ouais. Grand-papa Poutine, oui. Hein, voilà, ça sonne un mets chez IW. Ça ressemble à une sorte de Poutine à poutinerie du cuivre. Mais... Pour revenir est-ce qu'on parlait tantôt de la situation canadienne puis la nôtre, parce que comme citoyen aussi, tu sais, je regarde dans ce que tu sais, il y a des gens qui me demandent, tu sais, est-ce qu'on aurait des risques d'être bombardés? Est-ce qu'il peut y avoir des sous-marins russes qui émergent dans l'Arctique? Est-ce qu'il peut y avoir des commandos, des parachutés russes dans l'Arctique canadien? C'est des trucs qui m'empêchent de dormir beaucoup, beaucoup. Ça, c'est pas des menaces qui me paraissent très crédibles. Mais n'empêche que dans les conséquences que ce conflit-là peut avoir, et je me demande si c'est pas déjà le cas. Maintenant, la guerre s'étend dans d'autres dimensions que la air-terre-mer. C'est le domaine de la cyberguerre dans lequel on est plus vulnérable. Beaucoup de grandes entreprises canadiennes, même beaucoup de gouvernements, beaucoup d'institutions, que ce soit le réseau de la santé, même des hôpitaux, sont vulnérables à des attaques informatiques. Et au cours des 15 dernières années, on a vu que les Russes maîtrisent de plus en plus, de mieux en mieux ces techniques-là. La Russie est intervenue dans beaucoup de processus électoraux où il y a certaines attaques qui peuvent lui être attribuées, même si c'est toujours difficile de dire qui est derrière une attaque informatique. Le rôle de l'ONU. On n'entend pas l'ONU, hein? Il me semble on entend juste le secrétaire général un petit peu. Je l'ai entendu 2 fois depuis la dernière semaine, mais à part l'OTAN, on entend beaucoup de dirigeants de l'OTAN qui prennent la parole.
L'ONU, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, Stéphane? L'ONU est très importante, quel que soit le conflit, puis même si, comme dans ce cas-ci, elle est marginalisée, je pourrais y revenir tantôt, mais l'ONU est très importante parce que c'est la principale source de droit international en ce qui a trait au conflit. C'est une décision du Conseil de sécurité ou encore un vote à l'Assemblée générale a force de loi, de droit international. Donc, juste en termes de légitimité, c'est nécessaire quelque part de tenir compte de l'ONU. Deuxième aspect, et ça c'est historique, ok, depuis la création de l'ONU, vous parliez de la guerre de Corée en 1950 tantôt, dès ce moment-là, c'est devenu évident que, en raison de la composition et du fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a 5 membres permanents, et ces 5 membres-là... Dont la Russie et la Chine. La Russie, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine. C'est les 5 États qui ont un droit de veto, donc qui peuvent s'opposer à une décision du Conseil de sécurité. Dès qu'une grande puissance est partie dans un conflit, dès qu'elle est elle-même partie du conflit, elle va automatiquement mettre son veto sur n'importe quelle initiative du Conseil de sécurité. C'est mathématique, ok? C'est toujours le cas. En même temps, le contraire serait un peu étonnant là, que le pays se sanctionne lui-même. Oui, et on ne peut pas fonctionner avec... Parce que certains proposent dans les réformes de dire on pourrait fonctionner au consensus -1. C'est-à-dire, si l'agresseur est autour de la table et l'agresseur a un droit de veto, on ne tient pas compte de son vote. Mais ce qu'on sait depuis l'expérience de la Société des Nations dans les années 20, dans les années 30, c'est qu'on doit nécessairement avoir les grandes puissances autour de la table. Le fait de les exclure peut avoir des conséquences pires que d'être paralysé, que le Conseil de sécurité soit paralysé. Je sais qu'il y avait eu des rumeurs pendant longtemps, ou plutôt des demandes, que soit que la France ou le Royaume-Uni à l'époque cède son siège pour que ce soit l'Union européenne qui représente un des sièges du Conseil de sécurité de l'ONU et qu'un autre pays, soit la Russie ou le Royaume-Uni, dépendamment, vu que le Royaume-Uni faisait encore partie de l'Union européenne, que ce soit l'Inde aussi qui soit sur la table, parce que c'est des pays qui sont les plus puissants, les plus populeux et aussi les plus... qui ont le plus de chances de devenir des puissances de demain. Donc, il y avait une pensée de réforme, mais aucun pays va vouloir laisser sa chaise avec raison. Absolument pas. La composition du Conseil de sécurité des Nations unies aujourd'hui, ça a cristallisé le rapport de force en 1945. C'est les 5 grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans le fond ce qu'on dit en anglais, les spoils of war, c'est le trésor de guerre. Tu as gagné la guerre, ton trésor, c'est le siège au Conseil. Et vous savez, les débats sur la réforme des Nations unies du Conseil de sécurité, c'est un débat sans fin. C'est quelque chose qui tourne en rond depuis 40 ans, en fait. Ça fait 70 ans, ça serait pas le temps, justement, de faire de quoi? Mais qui va laisser sa place? Si vous voulez, c'est l'équivalent pour nous au Canada du débat sur la réforme du mode de scrutin. Là, c'est qu'on change le proportionnel. Un commentaire de Maxime Pelletier que j'aime bien. Le commentaire, Maxime, sûrement était très gentil. Mais si l'Ukraine capitule, est-ce que les Russes vont occuper le pays ou ils vont se retirer après y avoir placé un pantin politique pro-russe, un gouvernement fantoche? C'est sûr que ça va être comme Alexandre Loukachenko en Biélorussie, ça va être un pantin pro-russe parce que la Biélorussie, en passant, il y a beaucoup de questions sur la Biélorussie. C'est un pays indépendant, mais qui est dans les faits un vassal de la Russie. Là, c'est pas un pays 100% autonome. C'est un peu comme la Tchétchénie, c'est une république autonome, mais qui a la frontière que la Tchétchénie n'a pas. Je pense, moi, que ce scénario-là, il est très possible, donc que les Russes placent un homme de paille à la direction. Par contre, il y a quelque chose qui est basculé. Pardon? Ça recommence à couper, fait qu'on a juste vu toi le point levé puis on n'a pas vu la Je disais que ce scénario, donc selon lequel la Russie pourrait placer un homme de paille à la tête du pays puis ensuite se retirer, me paraît beaucoup plus faible depuis une semaine. Parce que mettre ça, pour faire ça, il faut que cette personne-là puisse s'appuyer sur une organisation ou une partie de la société. Alors que là, maintenant, la société ukrainienne, donc à l'exception probablement des russophones, là, mais la société ukrainienne, elle est braquée dure contre les Russes. Ouais. De placer à ce moment-là un gouvernement fantoche, c'est l'asseoir sur un baril de poudre. Là, probablement que la Russie ou Poutine a sous-estimé la réaction, la virulence de réaction des Ukrainiens, leur volonté de résistance. Peut-être qu'elle est boostée aussi par l'attitude de leur président, mais je pense que compte tenu de la virulence de cette réaction, ce scénario-là devient de moins en moins possible, de moins en moins crédible. Parce que tu vas envoyer ton pantin
au milieu d'un groupe qui lui est plus qu'hostile, mais qui vont le détester. Il va falloir que l'armée russe reste là pendant très longtemps pour appuyer le dit Pantin. Là, puis Christian Desjardins a un super bon commentaire parce que les Russes ont déjà mis justement un homme de paille puis il a été chassé avec la révolution de Maïdan. Maïdan, si je ne me trompe pas, je me rappelle pas du nom exact, mais ça n'a pas fonctionné parce que les Ukrainiens n'en veulent tout simplement pas de ce pantin-là. Ça a été une révolution incroyable. C'est le documentaire que je vous ai envoyé, les gars, sur Messenger, dans le fond, sur Netflix. C'était... Ouais, Winter of Fire. Winter on Fire. Off Fire ou On Fire. Ouais, en tout cas, Winter Off ou On Fire, c'est sur la révolution de Maïdan en 2013-2014. Si vous me permettez, les gars, j'ai une question de Gabriel Chassé-Houd que j'ai vu souvent passer parce que les Tchétchènes, puis là, ça c'est quand même particulier parce que les Tchétchènes ont été massacrés par les forces de Poutine dans les années 2000, auraient envoyé des troupes justement en Ukraine. Et les Tchétchènes, le personnage central, et c'est important d'en parler, c'est Ramzan Kadyrov qui, on pourrait dire, l'homme de main de Vladimir Poutine. C'est un personnage très, très, très particulier. C'est un gars hyper violent, première des choses. C'est lui, dans le fond, qui a été capable d'écraser la révolution tchétchène avec son père. Et Vladimir Poutine, pour le remercier d'avoir fidélisé la Tchétchénie, l'a nommé, je vais dire, gouverneur ou président de la République indépendante de Tchétchénie. Et la Tchétchénie, c'est un État qui ressemble beaucoup à ce que l'État islamique voulait être si ça avait été quelque chose de bien organisé gouvernementalement parlant. C'est des gens qui sont très, très fidélisés. C'est des gens qui sont limite fanatiques dans le territoire tchétchène. Les gens qui sont avec Ramzan Kadyrov le sont. Il y a des documentaires à aller voir justement qui est Ramzan Kadyrov. C'est un personnage complètement cinglé. Il y a plusieurs rumeurs à son sujet qu'il aurait même lui-même personnellement fait des jobs de bras pour Vladimir Poutine. Donc, il aurait peut-être même lui-même été éliminé des opposants de Vladimir Poutine pour prouver sa loyauté. Donc, c'est un personnage particulier. Donc, ces gens-là qui sont avec lui, s'ils sont vraiment en Ukraine, sont réputés pour être très cruels et sanguinaires. Donc, j'ai pas de nouvelles confirmées que c'est vraiment vrai, mais plusieurs vidéos et nouvelles qui circulent à ce niveau-là. Si jamais c'est le cas, c'est particulier parce que l'oppresseur a réussi à convaincre l'oppressé de combattre avec lui, ce qui est quand même assez particulier. Un bon vivant quand même, hein? Ouais, non, c'est tout qu'un personnage... Quand j'avais parlé avec Benoît Chaumont l'année passée, il est allé en Tchétchénie puis il a vu Ramzan Kadyrov de très très proche. Ah ouais. Et c'est un maniaque d'arts martiaux. Puis il disait aux gars dans le ring, tuez-vous. Puis ben oui. je veux plus de... Ah non, c'est complètement fou. Tu le vois dans le documentaire, c'est un cinglé, littéralement. Okay. Mathieu Rancourt, que je salue. Il dit, c'est vrai, une aide indirecte qui n'est pas rien. Par contre, je crains que sans une aide militaire immédiate sur le terrain, l'Ukraine n'arrivera pas à se défendre. Mais je trouve qu'ils se défendent bien quand même en ce moment. Mais si, en même temps, moi, je crois que Poutine n'a pas envoyé toute la gomme, on s'entend. Hein? Non, puis c'est justement, il y a plusieurs rumeurs qui circulent, puis on va peut-être... il y a des gens qui l'ont partagé. Ça aurait l'air que CNN avait annoncé qu'il y aurait un convoi de 40 km qui j'ai lu ça tantôt dans le chat. Kiev. Ouais. Il y a plusieurs sources qui ont l'air à l'avoir rapporté. Si c'est le cas, ça risque d'être une grosse journée pour Kiev parce que si on s'entend qu'il y a 40 km de convoi, c'est qu'il y a du stock puis il y a du monde là-dedans. Mais j'ai pas de confirmation officielle, c'est CNN qui rapporterait ça. Okay. Ouais. Mais je serais quand même prudent là-dessus. Vous voyez mon côté un peu avocat du diable, là, toujours. D'abord, OK. Parce que d'abord, d'une part, c'est vrai que le rapport de force est écrasant en faveur de la Russie. Au plan militaire, si tu fais juste contrer le nombre de chars, le nombre de soldats, le nombre de trucs et de machins. C'est David contre Goliath, là. Mais les Russes ne peuvent pas engager la totalité de leur force, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mobiliser la totalité de leur puissance. Je veux dire, il y a trop d'autres. Il faudrait que le lendemain, la Chine envahisse l'est de la Russie. Alors que l'Ukraine, elle le peut. Ouais. C'est-à-dire, elle le fait, parce que c'est une question existentielle, là, ici. C'est une question... est en défense, en plus. Là. De survie. L'Ukraine est en mode défense. C'est sûr qu'elle va mobiliser tous les soldats et en plus, comme elle l'a fait, de demander les gens à s'enrôler. Là, on a vu des hommes laisser leur famille dans des autobus puis partir au front. Là. L'autre aspect du commentaire, je m'excuse, je n'ai pas vu le nom de la personne qui posait la question, mais l'autre aspect demandant à savoir est-ce qu'on ne devrait pas avoir une intervention au-delà d'envoyer des armes et du soutien. Oui, c'était Mathieu Rancourt.
Mathieu Rancourt, oui, exactement. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas aussi intervenir sur le terrain? La réponse, pour moi, elle est catégoriquement non. Il faut absolument éviter à tout prix qu'il y ait une confrontation directe entre les forces de l'OTAN ou les forces américaines et les forces russes. Ça, là, c'est le truc à éviter. Parce que si on va jusque-là, les possibilités que ça dérape et que ça dégénère deviennent beaucoup plus élevées. Et c'est une des règles que Américains et Soviétiques ont suivi au cours de la guerre froide. C'est-à-dire, là où il y avait des Américains, il n'y avait pas de Russes, et là où il y avait des Russes, il n'y avait pas d'Américains. Il y a des petites exceptions qu'on peut trouver. Mais je veux dire, regardez en Corée, c'est pas les Russes qui s'en sont mêlés finalement, ce sont les Chinois. Au Vietnam, les Russes ont fourni des armes, mais ils n'étaient pas présents sur le terrain. En Afghanistan, après l'invasion de l'Union soviétique en 79, les Américains fournissaient des armes à celui qui va devenir l'ennemi public, mais eux ne sont pas allés. Donc, la règle, si on veut, pour les relations entre les grandes puissances, c'est toujours éviter, s'il y en a un qui est là, l'autre ne doit pas être là. Il faut éviter une confrontation directe entre les deux pour éviter justement un dérapage, une guerre généralisée. Là. Il y a une bonne question de Christian Desjardins qui nous demande si les Canadiens peuvent aisément quitter la Russie en ce moment. La réponse, je vais la donner en deux parties. Ça dépend parce que présentement, comme tout le trafic aérien ou presque est bloqué à partir de la Russie, il faut que la personne soit capable d'aller dans un pays tiers qui est encore en bon lien avec le Canada, mais il n'y a plus de lien direct entre la Russie et le Canada. Donc, c'est des gens qui vont devoir passer par des pays soit moyen-oriental, africain et asiatique, mais sinon, de l'Europe, tu ne peux pas te rendre au Canada parce que l'espace aérien a été fermé et il n'y a plus de vols russes qui peuvent se rendre jusqu'au Canada. À moins de se rendre en Pologne, comme des centaines de milliers d'Ukrainiens ont fait dans les derniers jours, de se rendre à la frontière de la Pologne. À pied. Et attendez, je pense qu'il y a aussi la question, il y a un aspect important à cette question-là, c'est à savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui a une double citoyenneté? Je suis plus sûr si la Russie peut avoir une double citoyenneté. Mais si, je pense que oui, là, mais si tu es Canadien et Russe, disons, Russe par ta mère, Canadien, bon, pour quelques raisons que ce soit, si on a les deux passeports, ça peut à ce moment-là être difficile de quitter si on a un passeport russe, même si on a aussi le passeport canadien. Donc ça se peut que ce soit une difficulté. Oh wow, j'ai tellement de belles questions ici. Êtes-vous content que Trump ne soit pas au pouvoir en ce moment? Noémie Blanchette, une ancienne élève que j'appréciais beaucoup, qui a une question très pertinente. Je laisse Jérémy commencer. Mais, imaginez comment ça... Noémie, qu'elle s'appelle. Imagine Noémie comment ça serait dangereux en ce moment d'avoir Donald Trump, lui qui trippe littéralement sur Vladimir Poutine. Il ne cesse de l'encenser. Depuis 2016, dans le fond, que Donald Trump ne cesse d'encenser Vladimir Poutine. C'est son idole. Il trippe, ce gars-là, comme a dit hier Frank Palka dans le crachoir, Donald Trump a comme idole les grands dictateurs actuels comme Kim Jong-un. Il rêve d'être un despote, là. Fait que c'est sûr qu'il va idolâtrer les despotes, là. Oui, alors voilà, c'était ce que j'avais à dire. Je suis très content que Trump ne soit pas au pouvoir. Vous, messieurs. Moi, je le disais à la blague que si Trump avait été au pouvoir, les Américains auraient intervenu avec Poutine. Non, tout comme vous, je peux pas imaginer qu'est-ce que ce serait, dans quelle situation on serait. Marquez, écoutez, je suis content que Maxime Bernier soit pas au pouvoir au Canada aussi. Hein. Je connais moins son attitude à l'égard de Poutine. Ça a quand même été notre ministre des Affaires étrangères, c'est ça qui est le pire. Mais vous savez, c'est une des préoccupations que j'ai, elle est mineure comme préoccupation, mais c'est quelque chose que je surveille. C'est-à-dire qu'avec tous, et là je fais un lien avec les événements d'Ottawa, donc l'occupation d'Ottawa par le soi-disant convoi de la liberté, c'est qu'on a quand même déjà au Canada un auditoire ou un groupe de gens qui me paraissent quand même assez marginaux, mais quand même qui seraient réceptifs à une opération de subversion. C'est-à-dire, tu sais, de nourrir ce discours comme quoi, non, la vraie liberté est en Russie, puis qu'ici, c'est un dictateur. On l'entend déjà, ce message-là. Les principaux leaders de mesures sanitaires, anti-mesures, anti-masques, qui sont, dans le fond, il y a une progression. Les pro-Trump sont devenus anti-mesures, sont devenus pro-Poutine. C'est l'espèce de progression qu'on a présentement. C'est la même gang qui font juste changer. Puis je pourrais même reculer. La meute est devenue pro-Trump, est devenue anti-mesures sanitaires, est devenue pro-Poutine. Et puis, excuse-moi Stéphane, mais justement, j'allais dire, Joe en a sacré dehors 2-3 depuis le début du live. Là.
Ouais, parce qu'ils sont faciles à spotter. Nos amis. Mais la question que je me pose plus ici, voyez-vous, c'est je sais que ce mouvement-là est capable de s'auto-suffire ou en tout cas de puiser une partie de ses énergies aux États-Unis, mais est-ce que la société canadienne... Aussi, hein? Pardon? Son argent aussi, oui. Parce qu'ils sont... Mais est-ce que le Canada ou la société canadienne, puis la plupart des sociétés occidentales, en fait, le Canada ne vient que de se normaliser par rapport à bon nombre d'autres sociétés occidentales, mais il pourrait être facilement victime, en tout cas, il pourrait devenir la cible d'une opération de subversion destinée justement à nourrir un mouvement comme celui-là, puis destinée à essayer de mettre un coin dans l'opinion publique canadienne pour essayer de diviser les Canadiens. Visiblement, ça marche pas actuellement. L'écrasante majorité de l'opinion publique s'est ralliée derrière l'Ukraine. Mais la crainte est toujours là parce que c'est le genre de choses qui s'est fait couramment au 20e siècle et c'est encore plus facile à faire depuis qu'on a les réseaux sociaux. Une question de Gorge Nua, je sais pas comment le dire, le reptilien du peuple, je vais l'appeler comme ça. Le reptilien du peuple. J'adore ce nom-là, le reptilien du peuple. Peut-être un beau clin d'œil aux policiers du peuple. Oui. Quel sort sera réservé à Zelensky si l'Ukraine capitule ou est vaincue? Il est exécuté. C'est sûr et certain qu'il ne survit pas à ce qui se passe en ce moment. Surtout avec toutes les rumeurs et les annonces qu'il y aurait un contrat sur sa tête et qu'il y aurait plusieurs mercenaires présentement en route pour essayer de le tuer. Si ce gars-là survit pas, si ce gars-là survit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mm-hmm. Parce que c'est sûr et certain qu'on ne peut pas laisser Zelensky en vie parce que tant qu'il est en vie, il donne de l'espoir au peuple ukrainien, puis ça, Poutine n'acceptera pas. Je vois plusieurs commentaires qui confirment le fameux convoi là, de 30-40 km de long. Là. Mm-hmm. Alors, vous voyez, c'est quoi? Probablement qu'on va en avoir plus de nouvelles demain, mais qu'on se lève, parce que le convoi doit être en route, puis il va arriver probablement là, aux petites heures du matin ici. Vous allez voir... en après-midi là-bas. Vous allez voir c'est quoi un vrai convoi. si c'est ça qui arrive, là. Mais il n'est pas tout à fait de la liberté, celui-là. Ouais, non, c'est ça. En fait, ni même de la liberté. Non, c'est un convoi de la destruction. Ouais. Est-ce que il y a tellement des commentaires, j'ai de la misère à suivre. Non, j'essaie de filtrer depuis tantôt. On s'excuse à ceux et celles qui ont répondu. Ah non, on est vraiment désolé, là. Je pensais garder le contrôle quand même, mais... Vous n'êtes pas capable de gérer l'abondance, messieurs? Non, j'ai géré les commentaires inutiles puis ces commentaires dégueulasses, fait que c'était déjà un bon début, fait que ça n'a pas trop pollué. Mais il y a quand même une bonne question. Alex Brasse-Robert, il y a beaucoup de rumeurs présentement qui disent que Vladimir Poutine serait probablement malade, une maladie dégénérative, un cancer, et qui sera en mode, dans le fond, all-in parce qu'il n'y a plus rien à perdre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, je trouve que c'est plausible. J'ai aucune idée si c'est vrai. On parle d'un cancer. Ouais, c'est ce que j'ai entendu moi aussi, puis ça serait plausible. Puis on le voit souvent maintenant, complètement seul, comme tantôt, il a rencontré son exécutif, les gens les plus haut placés du pouvoir, sur une table où il était à pratiquement 50 mètres des autres de la table, comme s'il avait peur d'attraper quelque chose. C'est peut-être que pour lui, la COVID, il fait peut-être partie des gens très à risque parce qu'il y a peut-être autre chose derrière ça. Donc là, c'est des pâle aussi, il est très blême, mais... Il est toujours assis aussi, habituellement. Poutine est debout, puis il a l'air... Ouais. Il est toujours assis, il a l'air d'avoir quelque chose. C'est pour ça qu'on... vous savez que moi, j'enseigne des cours donc, sur l'analyse de la politique étrangère et un des modèles d'analyse que je montre parmi dans la vaste palette, c'est ceux d'ordre psychologique ou justement médical comme ceux-là. C'est-à-dire qu'on explique les décisions des dirigeants politiques et même des décisions aussi extraordinaire comme que celle que la Russie a prise la semaine passée, on est capable d'expliquer, ou en tout cas, ce sont des hypothèses intéressantes de dire qu'en faisant référence à la santé mentale ou la santé physique des dirigeants, il y a toutes des écoles de pensée ou des méthodologies qui ont été développées pour voir l'effet de ça, c'est-à-dire de voir, par exemple, comment la maladie de Franklin Delano Roosevelt l'a amené à accéder à toutes les demandes de Staline lors de la rencontre de Yalta en 1945. Le type est en train de mourir au moment où il fait cette rencontre-là. Tu sais, que l'état de santé de Hitler aussi aggrave les erreurs qu'il commet déjà, et ainsi de suite. Donc, l'hypothèse, elle est... On peut pas l'écarter d'emblée, là, tu sais. Jonathan Pelcha qui dit l'an dernier, Poutine était bouffi. Même aujourd'hui, je le trouve... il me semblait que je n'étais pas le seul à trouver ça. Il est bouffi, Poutine. Comme s'il avait pris de la cortisone, par exemple.
C'est vrai qu'il a de l'air plus... Tu sais, un gars aussi en forme que lui, tu sais, il est rendu quand même à 69, 70 ans, le monsieur, là. Mais c'est vrai qu'il a de l'air plus gonflé, plus bouffi, comme s'il prenait de forts médicaments. J'allais dire, on y souhaite la santé, mais non, regarde, si c'est ça, Vlad, j'espère que c'est ça qui va t'emporter le plus vite possible. J'ai fait un commentaire que je veux quand même prendre le temps de nommer. Il y a quelqu'un dont j'ai oublié le nom qui nous a dit qu'il aurait échangé Justin Trudeau pour Vladimir Poutine anytime. Oui, je l'ai vu. Quand tu sais pas de quoi tu parles, reste chez vous puis ferme ta gueule. Je suis vraiment tanné de ce monde-là qui essaie de nous faire croire que Justin Trudeau est tellement mauvais qu'il faudrait le remplacer par Vladimir Poutine. Je sais qu'on peut le critiquer comme on veut, Justin, mais quand même, le mané, il faut être logique. Là, si tu sais pas qu'est-ce que Vladimir Poutine fait, parle-en juste pas. Je suis vraiment... Et le pire, c'est que ça se fait au nom de la liberté. On est rendu vraiment dans George Orwell 1984. Ça n'a aucun sens. Non, c'est ça. Plus tu es contre la liberté, plus tu t'appuies des dictateurs, plus tu te déclares être pour la liberté. C'est comme complètement... La liberté, elle est dirigée, dans le fond. C'est une folie. Puis on voit que Poutine n'est dans l'esprit de bon nombre de ces gens-là que le dernier candidat au poste de sauveur, après que ce soit l'armée américaine, que ça a été Trump, que ça a été les camionneurs, que ça a été... leur fantasme, ça n'a pas de fin, mais on arrive maintenant, je pense qu'on... C'est comme si on bouclait une boucle. C'est comme tu peux prendre le pire tyran et le faire passer comme le défenseur de la liberté. Remarquez, il faut garder notre esprit critique dans le sens aussi, là, on appuie beaucoup les Ukrainiens, puis on est solidaires. Mais si on se mettait à creuser du côté ukrainien aussi, pas nécessairement chez le président actuel, Zelensky, merci. Il a déjà gagné Dancing with the Stars en 2006 et qui fait aussi la voix de Paddington l'ours dans la version ukrainienne. Ben voyons donc! Mais gardez à l'esprit qu'il y a effectivement des groupes néo-nazis. Comme partout, dans le fond, Stéphane, là. Je pense qu'ils sont assez forts aussi. Il ne faut pas se cacher que derrière notre admiration ou notre appui aux Ukrainiens ne doit pas cacher qu'il y a aussi des phénomènes comme ceux-là. Non, tu me fais penser, je vais faire un peu de pouce, il y a beaucoup de rumeurs de racisme aussi envers les non-ukrainiens qui sont sur le territoire, qui ont beaucoup de difficultés à sortir, qui sont bloqués aux frontières. On parle des étudiants étrangers, les migrants africains du Moyen-Orient qui ont des gros problèmes parce que justement, on a ce sentiment raciste-là à certains endroits. À la frontière de la Pologne, ça a l'air que c'est le pire endroit présentement. Si tu n'es pas ukrainien blanc, tu as beaucoup de difficultés à sortir de l'Ukraine et pourtant, tu es censé être un Ukrainien comme les autres. J'ai vu, c'était l'automne passé, septembre ou octobre, il y a un rapport qui est sorti justement par des gens qui sont, à mon sens, en tout cas, très crédibles, dans lequel tu voyais que le bon nombre de militaires ukrainiens entraînés, entre autres par les Canadiens, appartenant à un groupe d'extrême droite qui s'appelle, je me souviens plus, Centuria. Je pense Centuria. Je pensais que c'était Azov. Écoute, ça fait un bout de temps que j'ai regardé ce rapport-là, mais c'était très sérieux. Puis le gouvernement canadien disait prendre ça au sérieux. Le problème, c'est que les autorités ukrainiennes ne filtrent pas à l'entrée. Et que donc, tu peux effectivement avoir des gens de l'extrême droite n'importe qui peut être là. Très, très élevés là, dans les hiérarchies militaires. Un commentaire de Lorraine, et puis j'ai vu passer ça aujourd'hui, les gars. C'est quoi l'histoire avec Zelensky et les Panama Papers? Est-ce que c'est de la propagande ou... J'ai lu ça, mais j'ai pas poussé. Ça va l'air trop justement poussé. Il faut dire que Volodymyr Zelensky, avant d'être président, premièrement, il a joué le rôle à la télé. Hey John, t'as pas entendu, t'as coupé. Ah, OK. Faut dire que Volodymyr Zelensky, avant d'être président, était un acteur, un acteur comique. Humoriste. Un humoriste. Et en fait, il y a des gens qui l'ont décrit comme étant la version ukrainienne de Louis-José Hood. Ben voyons donc. Ouais, puis que... La raison, mais en fait, c'est un gars c'est un avocat en passant, il a un bac en droit, puis il a son barreau, je sais pas si il a un barreau en Ukraine, mais c'est un avocat qui est devenu humoriste et que sa dernière série, parce qu'il est devenu personnage de série télé, il jouait le président de l'Ukraine dans une série télé. C'est ça, et c'est pour ça qu'ils ont donné la job. Il avait tellement l'air crédible dans la série qu'ils ont dit crème. Mais il était pas prof d'histoire aussi? Ben ça, c'est un prof d'histoire. C'est son père qui est prof d'histoire.
Non, Ok. mais dans la Ben, c'est ça, série... sa mère est ingénieure, sa mère est ingénieure, son père est prof d'université, c'est un avocat humoriste qui fait des films, qui est devenu président. Mais dans la série qu'on parle, c'était un prof d'histoire qui se ramassait président de l'Ukraine. Ah, ok, ça se peut, je m'en C'est ça. rappelle. Messieurs, si jamais on essaie de vous recruter pour un job à Québec ou à Ottawa, méfiez-vous. Alors, on peut comprendre Vladimir Poutine de le traiter de drogué et puis de nazi quand on pense que c'est une version de Louis José Hood ukrainienne. Surtout quand c'est un juif. Hey, hein, Ouais. Volodymyr Zelensky, c'est un juif, sa famille a passé dans Oui. les chambres à gaz nazies, mais c'est un nazi. C'est un nazi. Une des raisons pour lesquelles je pense que qui expliquerait, qui justifie d'aucune manière, là, je parle d'explication aussi, qui expliquerait pourquoi Vladimir Poutine utilise un ton aussi dur à cet égard, c'est que Poutine a un autre problème entre les mains aussi, surtout face à l'opinion publique russe. C'est que pour la majorité des Russes, comme pour la majorité des Ukrainiens, y compris ceux qu'on peut entendre dans les émissions de radio et tout ça ici, qui disent les Russes et les Ukrainiens, c'est des populations sœurs. Culturellement, ils sont très Ils proches. sont pareils. La langue est très proche. Jay, en faisant l'historique justement des relations entre la Russie et l'Ukraine, tu l'as clairement montré que c'est deux sociétés qui sont je veux dire, on pourrait dire aussi proche que les Canadiens anglais le sont des Américains, là, mais sinon plus. Là. Et donc, Poutine a un problème parce que il doit maintenant convaincre sa propre population que la population sœur est une ennemie. Il faut que tu construises un ennemi. Ouais. Littéralement, il faut que tu fasses faire ce 180 intellectuels dans la tête des gens pour qu'ils acceptent que leurs frères, leurs sœurs d'hier sont désormais les ennemis. Pour vous donner un exemple historique, quand les États-Unis rentrent en guerre, quand ils se font attaquer par les Japonais, le lendemain, l'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis. Et Roosevelt décide, le président américain, Roosevelt décide qu'on va s'occuper de l'Allemagne avant le Japon. Et là, il faut qu'il explique ça à la population américaine. C'est les Japonais qui nous ont attaqués, mais on va s'occuper des Allemands avant. Pourquoi? Pour la grande majorité des Américains de l'époque, ça faisait pas sens. Parce que c'est les Japonais. Il y avait beaucoup de sympathisants nazis aux États-Unis, il ne faut pas se le cacher. Il y en avait une bonne coupe. Mais là, vois-tu, je pense que Poutine a ce problème d'opinion publique aussi, c'est-à-dire que tu dois vendre l'ennemi dans la tête de ta propre population. Et ça ne va pas être si facile que ça, d'où l'emploi. Excuse-moi, mais cet argument-là, Stéphane, là, de dire que c'est un peuple mené par des nazis, il me semble que les gens ils s'informent un peu, même si on dit que l'information est contrôlée, etc. Volodymyr Zelensky est juif. Ne sous-estime pas le pouvoir des mots et de la propagande. Et si quelqu'un que tu admires parce que bon nombre de Russes admirent Vladimir Poutine. Ah, c'est sûr. Quelqu'un qu'on admire nous dit ça. Il doit peut-être avoir raison quelque part. Puis si le discours est martelé et tu as de la propagande, des fake news qui se mettent en place aussi, je pense que le but, c'est d'amener une population qui ne déteste pas les Ukrainiens et même qui a de l'admiration ou de l'amitié pour les Ukrainiens à les détester. C'est ça. On entend beaucoup de soldats, Stéphane, dire qu'ils arrivent en Ukraine puis ils comprennent pas sur qui tirer parce qu'ils sont pareils. C'est comme si tu arrivais devant ton frère puis tu tues ton frère. Il y a des gens qui comprennent que c'est parce que ces soldats-là. Exactement. Puis bonsoir à François Roy, le patron, un de nos patrons. Salut François. Salut messieurs. Qui était un de mes pushers de clips sur l'Ukraine dans mon téléphone. Il m'envoie des photos. J'ai eu peur. J'ai eu peur, mon cher Stéphane. Oui, c'était pas clair. Mais ce que j'allais dire, je l'ai oublié malheureusement. Mais ouais, voilà. Je l'ai totalement oublié. Mais voilà. C'est quasiment fini, mais est-ce que vous avez d'autres pistes à amener pour continuer ce live ou bien on finit ça là? Parce que. Bon, on pourrait faire un tour de table sur les prédictions de ce qui s'en vient. Oui, les prédictions, c'est vrai. En plus, c'était écrit dans le pacing du show. Allez-y dans le chat. Qu'est-ce qui va. Salut, Joe. Oui, Joe a de bon cœur aussi, qui a été patronne. Oui, voilà. Alors, allez-y dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez? On va aller lire après le live, c'est sûr. Je vais aller lire tous les commentaires. Oui, absolument. Puis on va essayer. Oui, on va essayer d'en lire, mais justement, comment vous pensez que cette semaine, ou comment vous pensez que ça va finir
allez-y, on va vous lire. Joe, toi, comment penses-tu que ça va se Moi, je fais la terminer? prédiction, puis là, ça va sonner défaitiste, mais que Kiev va tomber dans les prochains jours et que ça va mal aller. Puis on va faire probablement un martyr de Zelensky. Et je vais rajouter aussi les frères Klitschko, qui sont, dans le fond, les plus grands sportifs de l'Ukraine. Le maire de Kiev, qui est aussi l'ancien champion du monde de boxe poids lourd, et son frère, presque jumeau, qui ont tout dominé dans la boxe depuis des années et qui sont maintenant sur la ligne de front. C'est des gens qui sont ciblés par la Russie, que s'il leur arrive quelque chose, c'est sûr que ça va devenir un élément motivateur. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir une situation qui ressemble un peu à l'Irak, un peu à l'Afghanistan. Si la Russie réussit à prendre la capitale, mais ensuite ne seront jamais capables de prendre le restant du pays, ça va être une espèce de guérilla infinie et ça va juste s'enfoncer de plus en plus malheureusement. François Mercier, un de nos patrons aussi, ça finira sûrement pas dans un spa. Un clin d'œil à la rue Wellington à Ottawa. Ouais, c'est ça. Je l'ai bien nommé. Je lis j'ai peur un génocide, Troisième Guerre mondiale. Pensez-vous que ça va aller jusque-là? Est-ce qu'on va sacrifier l'Ukraine sur l'autel de la paix mondiale, messieurs? Oui, je suis convaincu. Ça va être le moindre mal. On sacrifie un pays de 42 millions pour sauver les 800 millions qui sont en Europe. Rappelez-vous qu'il y avait un type en 1939 qui avait dit « Qui voudrait mourir pour Danzig ?» C'était Adolf Hitler au moment de l'évasion de la Pologne qui marque le début. Mais en 1939, Stéphane, il n'y a personne qui avait des bombes nucléaires. Et là, la différence. Hein. C'est pour ça que je préfère faire attention parce que ça change tout. Tu peux pas voir la guerre de la même façon quand quelqu'un a 7000 bombes nucléaires en sa possession. Ça change le rapport de force complètement. C'est pas la même game. Là. Ben, pour répondre à ta question, Jay, je vais vous dire, moi, j'ai été influencé probablement par au moins 3 articles dont j'ai gardé les références que j'ai lus aujourd'hui et qui disent qu'ils ont tous le même titre. Poutine a déjà perdu. Quoi que ce soit la situation sur le terrain, Poutine a déjà perdu. Il va être isolé jusqu'à la fin de ses jours. Il n'y a personne qui va vouloir faire du business avec. Oui, mais en fait, on dit déjà que la résistance est beaucoup plus forte que ce qu'on pensait. L'unité du camp occidental puis la vigueur de réaction non militaire de l'Occident, elle doit rester non militaire là, pour éviter que ça parte avec des champignons nucléaires. Là. La difficulté manifeste que la Russie va avoir à mettre en place un régime qui lui soit favorable. On en parlait un peu plus tôt. J'aurais plutôt tendance à penser qu'effectivement, le peuple ukrainien a de très grandes souffrances qui l'attendent devant lui, mais la partie est très, très loin d'être gagnée pour Poutine. Et Jay, je pourrais mettre peut-être dans le chat ou sur la page Facebook les références à tous ces textes-là, dont un en français, d'un type qui est un texte qui est quand même assez long, mais dans lequel il est très structuré. Et le type nous avance 5 arguments pour dire que ça commence à mal aller là, actuellement pour les Russes et pour Poutine. Pour revenir aux commentaires, ça conclure ça. Oui, puis juste pour finir avec les commentaires, c'est sûr guerre nucléaire revient souvent, mais aussi gouvernement pro-russe, gouvernement fantoche. Mais je suis d'avis aussi que si on prend l'Ukraine, qu'on réussit à prendre Kiev, dont l'Ukraine, et Zelensky, justement, qu'on sacrifie, ça va être le bordel pendant des années, l'Ukraine, si jamais il y a un gouvernement pro-russe qui n'est pas voulu, qui n'est pas désiré. On l'a vu en 2013-2014. Alors, voilà, c'est tout, mesdames et messieurs, pour cet épisode spécial, mais dans le fond, l'épisode 178 de Sur la Terre des Hommes. Merci à ceux qui se sont joints à nous, qui ne connaissaient pas Sur la Terre des Hommes, qui connaissaient Jonathan le Prof, mais pas Sur la Terre des Hommes, le podcast. Alors, on vous invite à aller vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube. Ouais, on est partout. On est partout. Et puis, Balado Québec. Ben oui, voilà. Et puis, Jonathan le Prof, qui est Sur la Terre des Hommes depuis presque 2 ans, ma foi, mon cher Jonathan. Oui, c'est ce que je me disais tantôt. J'ai 100 épisodes de fait à peu près? Oui, une centaine et plus. Là, parce que là, on a 178, une centaine d'épisodes. Et donc, puis, pour ceux qui sont sur Jonathan le Prof, souvent les lives que je fais sont avec Sur la Terre des Hommes, mais il faut être un patron pour pouvoir y accéder. Donc, vous savez quoi faire, patreon.com/SLTDH, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, pour pouvoir avoir accès à ces enregistrements live, parce qu'on essaie d'en faire un par mois sur les pages de Jonathan le Prof, de Sur la Terre des Hommes, mais à
toutes les semaines, on fait un enregistrement d'épisode. Ce n'est pas tout le temps géopolitique. On parle d'histoire. C'est très historique aussi. Oui. Très historique. Pour ceux que ça intéresse, très on a un actualité. spécial sur le Troisième Reich. On a des épisodes aussi qui s'en viennent sur probablement l'Empire romain, sur Tchernobyl. Donc, c'est tout des trucs. Oui, la guerre froide aussi qu'on avait parlé qu'on voulait faire une série d'épisodes. Des épisodes avec... Tu veux que je raconte mes souvenirs, G? Les souvenirs de Tchernobyl, ça serait malade. Non, mes souvenirs de la guerre froide. Oh, ben oui. Ben écoute, t'avais au moins 35-40 ans dans ce temps-là, alors... Au moins, c'est le bon vieux temps, ça. T'avais notre âge. Non, c'est pas vrai. Alors, voilà. Alors, comme je disais, des épisodes aussi avec Christian Page qui viennent nous parler de paranormal, des épisodes avec Claude Lafleur qui vient nous parler de l'espace et puis de l'exploration spatiale. On a de tout, de l'actualité, etc. Alors, sur la Terre des Hommes podcast, dans toutes vos applications de podcast et YouTube. Il y a quand même 178 épisodes disponibles. Vous avez des heures d'écoute. Et plus, 178, mais en tout, 199 épisodes, si on veut. Mettons, si on compte des tranches d'histoire que je faisais au début de Sur la Terre des Hommes, on est rendu quasiment à 200 épisodes, si on veut, mais 178 officiels, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof. Alors, il y a vraiment des bons commentaires, excuse-moi, mais il y a des gens qui demandent est-ce que Stéphane est né sous Staline ou pendant les croisades? On va 10 ans près, à quelques années près, je naissais sous le règne de Staline. On va le lâcher, Stéphane, là. Non, je cours après. Il a vu Spoutnik avec ses yeux. Il a vu les premières filles du roi. Alors, les on va finir là-dessus. Alors, il faut qu'on arrête ça. Ouais, là, Stéphane, là, il va être en rogne si on continue. Alors, non, mais écoute, je provoque un petit peu aussi. Mais là, on t'appelle quand même Panzer. Juste pour terminer, parce que c'est un commentaire pertinent, on est disponible sur Spotify, mais c'est juste en audio, puis c'est environ une semaine habituellement ou 2 après qu'on ait enregistré. Donc, tout est disponible, mais c'est juste un peu plus long de les avoir en version podcast. Exactement, parce que souvent, on prend tellement d'avance que là, justement, l'épisode qui va sortir dans quelques jours, c'est avec, justement, Claude Lafleur, que ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines qu'on a enregistré. C'était le vrai épisode 178, mais là, j'ai pris la décision, parce que c'est moi le maître, d'appeler ce live d'aujourd'hui l'épisode vraiment 178, parce que si on fait des épisodes spéciaux aux 2 semaines, ben maintenant, on ne se rendra jamais vraiment à épisode 200. Alors, voilà la raison. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à nos généreux patrons qui sont là avec nous. Presque une 50aine de patrons. Merci beaucoup à vous d'être là, mes chers patrons. Je veux dire merci à mes généreux patrons aussi, mais qui sont des supporters. Ben, j'en ai quand même 140 en date d'aujourd'hui, ce qui est très, très cool aussi. Ben oui, vraiment. Alors, merci à... Donc, vous deux, messieurs, donc je vous remercie de faire partie de cette équipe-là. Et Stéphane, en plus, qui est patron de Sur la Terre des Hommes et co-animateur. Le pire, c'est que moi, je peux pas avoir de patron parce que dans le temps de la guerre froide, on n'avait pas ça, nous autres, des patrons. Voilà. Alors, merci à toutes et à tous qui étaient ici. C'est agréable de parler. L'épisode, c'est bien plus le fun que d'être tout seul. Ah oui, d'avoir aussi l'impression qu'il y a un auditoire puis qu'il y a de l'interaction là, avec les messages qui rentrent, là, ça, c'est toujours... J'ai hâte d'aller lire si j'ai pas échappé des commentaires douteux. Oui, tellement. Ça, vous étiez tellement qu'on a perdu le fil. À un moment donné, j'essaie de lire, mais à un moment donné, on perd le fil. Alors, je vais vous engager des modérateurs. Voilà. Alors, on a vu Joe Vadeboncoeur qui a dit qu'elle s'arrangerait avec ça, elle. Alors, peut-être Joe... Je vais faire confiance à Joe. Oui, voilà. Alors, merci à nos patrons, les curieux à 2$, les stagiaires à 5$, les historiens, je crois, à 10$, et puis les érudits à 20$ par mois. Alors, merci à tous et à toutes de nous encourager. Et bien sûr, notre orateur Construction avec un S, Rivard de Rouyn-Noranda. Je viens juste de me rendre compte que le logo, c'est Sur la Terre des Hommes, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof. Parce que dans ton live, tu avais mis, je crois, ça? Non, je l'ai mis tantôt, puis je m'excuse pour Mike, mais c'est parce que je voulais qu'on plug Sur la Terre des Hommes pendant le live sur ma page. Voilà. Fait que c'était juste pour aujourd'hui. On va remettre, excuse Mike, je pense qu'il est dans les commentaires en plus, il nous écoute. C'était pas contre toi, c'était juste parce qu'on veut qu'il y ait plus de gens qui entendent Construction Rivard avec un S le prochain épisode. Voilà. Alors, il y a des centaines de millions d'auditeurs, mon cher Mike, qui vont entendre
Qui vont vouloir rénover leur cuisine. Voilà, pour une dernière fois, Construction avec un S Rivard de Rouyn-Noranda. Le site web aussi, Construction avec un S Rivard de Rouyn-Noranda. Voilà. Alors, merci à tout le monde. Je vous invite à rejoindre, pour ceux, justement, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se sont abonnées à la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast. Allez vous abonner pour voir tout notre contenu. Allez vous abonner au podcast, bien sûr. Allez visiter notre site web, le Sur la Terre des Hommes podcast.ca. Et puis, merci à Denis. Si vous voulez avoir un T-shirt, un gaminet, comme nous portons ce soir de Sur la Terre des Hommes, eh bien, il faut se rendre sur la boutique de Sur la Terre des Hommes dans TeePublic. Il y a un lien sur le site web de Sur la Terre des Hommes podcast pour avoir un merveilleux gaminet aux couleurs de notre merveilleux podcast. N'oubliez pas que... non, attendez un instant. Sur la Terre des Hommes est une présentation, oui, des éditions Derniers Mots qui... hey, Jay, on a oublié de plugger que notre livre est à l'imprimerie. Ben, pas à l'imprimerie, mon cher. Pas encore. Okay. Il faut le monter. Ben, je vais m'en occuper cette semaine. Oh, ouais, puis il te manque une couple de pages encore, là. Oui, puis il reste une couple de pages de notre cher Stéphane qui va faire la préface. Alors, très bientôt, édition Dernier Mot sortira Sur la Terre des Hommes, les écrits, Scripta, tome 1. Alors, on va vous revenir là-dessus très bientôt. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.